Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi, c'est LP. Aujourd'hui, on est chacun chez soi en isolement à cause évidemment de la pandémie de la COVID-19. Donc, on a décidé de tester un nouveau format pour continuer à vous présenter du contenu puis des vidéos. Puis comme on vient de terminer notre top 15 de l'année 2019, bien évidemment, la prochaine étape, ben, c'est de regarder qu'est-ce qui s'en vient pour 2020. Fait qu'on avait beaucoup de temps dans les derniers jours. On a épluché un petit peu les listes qui existaient sur Internet. On a regardé un peu sur Board Game Geek aussi qu'est-ce qui s'en vient. Il y a aussi des jeux qu'on a eu des informations avec le temps. Donc, on pensait vous présenter en fait les jeux qu'on attend le plus en 2020. Donc, les jeux qui pour nous, on a le plus hâte d'essayer ou de se procurer en 2020. Là, on espère qu'ils sortent tous en 2020, mais là, on sait que beaucoup d'éditeurs ont mis tout sur pause, qui sont même fermés pour un certain nombre de semaines. Fait qu'il y a beaucoup de sorties de jeux qui vont être repoussées cette année. Fait que ça va peut-être chambouler un peu certains de ces choix-là, mais bon, on espère quand même que tout va se rétablir dans l'ordre. Ouais. Ben, l'important, c'est d'être en sécurité, de faire attention à sa santé. Hein. Donc, on respecte les consignes, on reste chez soi, distanciation sociale, on fait des vidéos en live comme ça, à distance, si besoin est. Mais ouais, donc moi, sur ma liste, je dirais que j'en ai au moins 5 ou 6 que je suis pas mal certain que je verrai pas ça en 2020, même si la liste est officiellement 2020. J'en ai 2 que la date de sortie est en décembre 2020. Fait que déjà, même pas de virus. Surtout C'est pas si, sûr que je voyais si ça c'est en des 2020. Kickstarter, la chance qu'ils soient repoussés est grande. Ouais. Ben, moi, j'en ai quand même plusieurs, puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 sur mes 15 qui sont déjà réservés payés. Ah, quand même, c'est bien. Puis, J'en- combien tu penses qu'on va avoir le crossover dans cette liste-là? Ben, moi, j'en ai un sur, je dirais peut-être 3. Moi, j'irais pour 3. Moi, je dirais 4 ou 5. Ouais. Je vais y aller pour 5. 5, hein, t'es Je suis ambitieux, quand même confiant. de l'ambition. Je suis confiant. Fait qu'on démarre ça. Ben oui, vas-y donc. Parfait. Ben, je vais commencer avec mon numéro 15. Mon numéro 15, je triche un peu sur la date de sortie parce que c'est un jeu qui techniquement est sorti en 2018, mais il y a une deuxième édition qui sort en 2020. Puis ça, je pense que ça va être notre premier crossover si jamais tu as décidé de tricher un petit peu sur la date toi aussi. C'est un jeu qui s'appelle Smartphone Inc. Smartphone, dans le fond, moi personnellement, je connais pas grand-chose sur le jeu, à part, je sais que c'est un worker placement, jeu d'économie, où on gère une compagnie, dans le fond, un start-up de compagnie de téléphone cellulaire. Puis j'en ai entendu tellement de bien que c'est un jeu qui a piqué beaucoup ma curiosité, mais j'ai pas vraiment exploré au niveau des mécaniques du gameplay. Toi, je pense que tu as essayé le jeu, je crois. Je l'ai pas essayé, moi, non. Ok. Mais je l'ai Parce supporté, que moi, sur Kickstarter. ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que d'après moi, il va être sur ta liste. Parce que je sais qu'il est sorti en 2018, une première version, mais il n'est pas trouvable, ce jeu-là. Il n'y a personne qui a joué à part des reviewers, ou peut-être en Europe, je Ouais, sais pas. il y a eu une première version en Europe. Dans le fond, le Kickstarter, c'est la version nord-américaine. Ok, c'est ça. C'est Arcane Wonder qui l'amène en sol nord-américain. Moi, je l'ai supporté. C'est sûr que c'est un jeu que j'attends beaucoup. C'est un espèce de jeu économique, là, gestion de ressources. Ouais, On gère une entreprise de téléphone. c'est ça. Mais Fait non, mais je l'ai pas mis sur ma liste parce que il était censé arriver, je pense, avant. ok, En avant que tout ça se 2019. passe. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est en retard. Mais c'est ça. Moi, c'était mon numéro 15 sur ma liste. Toi, celui-là, je pensais que ça en serait un crossover. C'était mon numéro 15 sur ma liste parce que j'ai pas énormément d'informations sur le jeu. J'ai pas regardé tant de gameplay, mais je sais qu'il est très, très bien vu. Il y a des excellentes critiques. Ouais. La thématique, elle me parlait parce que je trouvais ça très actuel, une compagnie de sel. Donc, Smartphone Inc., mon numéro 15. Ah, super. Moi, mon numéro 15, je vais y aller avec un jeu de chez nous, un jeu québécois. Donc, c'est un jeu que j'ai eu la chance d'essayer en prototype. C'est le jeu Nouvelle-France. OK. Donc, un jeu, c'est une espèce de patchwork, mais 3D au lieu d'être Ouais. avec des tuiles. Fait qu'on va avoir des blocs, en fait, pour les recruter. On va recruter des pièces qui sont en blocs, en 3D.
Puis les blocs sont faits de blocs de différentes couleurs. Ces couleurs-là vont nous permettre de scorer des points. Plus on va mettre de blocs de la même couleur adjacents sur les constructions quand on va les placer. Puis dans le fond, il y a 3 constructions dans le village. Puis les constructions sont communes à tous les joueurs. Fait que tous les joueurs vont placer les différents cubes autour des bâtiments pour faire les fondations, les murs. Puis fait que dans le fond, on va pouvoir interagir en essayant de bloquer les autres, en essayant d'aller placer un bloc justement pour couper une grosse séquence d'une même couleur pour pas que l'autre aille rescorer plein de points tout le temps. Fait qu'il y a quand même une certaine interaction. Tu as des petits personnages qui ont des petits pouvoirs que tu peux utiliser aussi pendant la partie. Il va y avoir des objectifs aussi. Si tu es celui qui termine un bâtiment, tu vas avoir un bonus de points. C'est un jeu assez facile à prendre en main. Il est vraiment, vraiment très beau. C'est clairement il y a des super composantes. un des plus beaux prototypes que j'ai joué. On a une photo ici avec l'auteur qui est super sympathique justement. Puis c'est lui qui a fait le visuel dans le jeu qui est super beau. Fait que c'est vraiment une très 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 belle qualité. C'est un jeu qui a été fondé aussi sur Kickstarter. Il a été fondé assez juste. Mais on est content que il a été fondé dans les dernières journées, dans les 48 dans dernières les dernières heures du projet. Fait qu'on est vraiment content que la compagnie puisse aller de l'avant avec le projet puis l'envoyer en production. Oui, parce que c'est un jeu quand même ambitieux. Tu sais, c'est des grosses composantes, c'était de la top qualité au niveau des. C'est ça, puis c'est pas des morceaux de plastique ou de foam, là, c'est du bois, là, c'est des grosses affaires. Fait que c'est ambitieux. Oui, puis il voulait vraiment le produire en bois. L'auteur, il tenait beaucoup. Ça fait des années qu'il travaillait sur ce projet-là. Fait que, il voulait garder ce feeling-là, ce petit côté-là de bois, d'ancienneté, avec sa thématique de Nouvelle-France et tout ça. Fait que ça va vraiment être un jeu d'excellente qualité. Il va être super beau. Puis le gameplay, c'est super le fun aussi. Donc, Nouvelle-France, qui serait mon numéro 15 des jeux attendus pour 2020. Super, moi aussi j'avais pas eu l'occasion de l'essayer, mais j'ai bien hâte de l'essayer celui-là. J'avais failli le supporter sur Kickstarter. Mon numéro 14, maintenant, je continue. J'y vais avec, encore une fois, puis c'est l'avant-dernière fois de ma liste, avec une deuxième édition. Qui est un jeu donc qui est déjà sorti, si je me trompe pas, c'est même 2014, 15, 13, ça fait quelques années que c'est sorti. Ils l'ont réédité sur Kickstarter. Normalement, s'il n'y avait pas eu de retard, il serait déjà arrivé en magasin. Il y a plusieurs magasins qu'on peut déjà faire les pre-orders. C'est Carnival Zombie, la deuxième édition de Chrono Creation. Carnival Zombie, dans le fond, c'est un jeu coop. Le premier d'à peu près 12 de mon top 15. C'est un jeu coop où on va affronter des hordes de zombies puis essayer de fuir la ville. Fait que c'est un jeu, encore une fois, qui a des excellentes critiques et est réputé pour être extrêmement difficile. Moi, j'avais jamais joué à la première édition. J'avais fait Carnival? Carnival Zombie. Ah, c'est bon. Ah ouais, la première édition est en 2013. 2013, c'est ça. Puis, c'est ça, fait qu'ils l'ont réédité l'an dernier sur Kickstarter. Là, il serait censé être arrivé en magasin. Il y a plusieurs boutiques qui vendent déjà les pre-orders. Donc, un jeu coop où on a là, ils ont fait des belles figurines pour la deuxième édition qui représentent les joueurs. On est attaqué par des armées de zombies. Il faut essayer de fuir la ville dans le temps qui est imparti. Puis on a un aspect de dextérité, c'est ça qui a piqué ma curiosité sur ce jeu-là, où les zombies qu'on tue, on va les relancer parce qu'ils sont représentés par des cubes. Okay. Puis on va les relancer sur le plateau, puis selon où on les lance, puis comment ils atterrissent sur le plateau, ça va déterminer comment il en reste pour le tour suivant, ou quelque chose qui tourne comme ça. Fait que tu sais, un survivant coop, un jeu de survie de zombies coop avec un aspect dextérité, ça me parlait beaucoup. Les critiques ont toujours été excellentes de ce jeu-là. Ça avait quand même fait un tabac quand c'était revenu sur Kickstarter. Donc, mon numéro 14, Carnival Zombie, la deuxième édition. Ça a l'air d'un, on dirait un jeu de Tower Defense, ça se peut-tu? Oui, c'est un jeu de Tower Defense. Il faut survivre à des hordes de zombies. Mais si j'ai bien compris les différentes vidéos que j'ai vues, ce que j'ai vu sur le jeu, c'est en plus de survivre, il faut éventuellement trouver un chemin pour se sauver de la ville. Fait que c'est vraiment un jeu de défense, de survie, coop, avec un aspect, c'est ça qui piquait ma curiosité de plus, avec un aspect de dextérité à l'intérieur du jeu. Là. Okay. Dans ses mécaniques de jeu, mécanisme sur Board Game Geek, il l'est nommé Dexterity Game. Intriguant. Donc ça, oui, c'est ça, très intriguant. Moi, j'ai jamais joué, mais il y a beaucoup de bonnes critiques aussi sur ce jeu-là. Donc, moi, c'est très, très certain quand on va le recevoir en magasin, là, c'est sûr que celui-là, je me prends une copie. Je l'avais pas backé parce que je backais d'autres choses au même moment. Puis à un moment donné, il faut faire des choix. Mais sinon, ça coûte cher. Mais dès qu'il arrive en magasin, c'est sûr que je me prends une copie. Là. OK. Mon numéro 14, c'est inspiré d'un jeu vidéo. Oh! C'est un jeu qu'on a entrevu à Gen Con l'année dernière. Ok, si c'est celui je pense, j'ai failli le mettre sur ma liste. Metal Gear Solid, The Board Game.
C'était mon numéro 16. Ah ouais? Ouais, Quand même. On quand sait pas même. grand-chose, en fait, sur le jeu. On sait que c'est un jeu Non. avec la franchise Metal Gear. On sait que c'est un jeu avec quelques figurines aussi. Des figurines pour représenter les héros, pour représenter les ennemis. C'est un jeu avec évidemment des éléments furtifs, comme le Ouais. veut la franchise Metal Gear. C'est un jeu d'espionnage où on fait de la furtivité pour se promener, tout ça. Ouais. C'est un jeu qui était comme en pré-vente sur Amazon. Pas longtemps, là, puis il n'y en avait pas beaucoup de copies, parce que quand on était à Gen Con, il était en pré-vente. On a Ouais. Patrice qui était avec nous, qu'il a hésité 2 jours avant de le précommander, puis quand il a fini par le précommander, c'était retiré, il n'y en avait plus. Mais là, c'est toujours pas sorti, puis c'est pas un jeu qui est passé par Kickstarter. C'est bizarre comment Ouais, il... non, c'est ça. La plateforme pour le vendre est weird. C'est IDW Games qui le fait. Oui. Des fois, ils font des hits, des fois, ils font des misses. Là, fait que, tu sais, c'est comme. On sait pas trop où ça va tomber, ce jeu-là, entre les deux. Mais il Ouais. y a quand même beaucoup de figurines. T'as même une grosse figurine avec le Metal Gear, là, comme on voit à Ouais. l'écran. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime de la franchise Metal Gear, j'ai joué à tous les jeux vidéo, sauf le dernier, peut-être, que j'ai pas joué, là. Mais j'ai joué à toutes les autres. C'est une franchise sur laquelle j'ai vraiment trippé. Toute l'histoire, toutes les batailles de boss épiques que tu fais dans ces jeux vidéo-là. Puis j'espère que c'est ça qui va qui va être ressenti dans le jeu, en fait. D'avoir des boss qui sont épiques, qui sont différents, des espèces de mécaniques différentes pour chaque boss. T'sais, j'espère qu'ils vont transposer cet esprit-là dans le jeu. Fait que je pense que j'ai quand même beaucoup d'attentes pour ce jeu-là. Ouais. Qui je pense qu'il aurait le potentiel de te décevoir beaucoup. Mais Ben, tu sais, moi, la raison pour laquelle je l'ai pas mis, c'est justement parce que moi, je l'ai observé 30-45 minutes à Gen Con, j'ai regardé des gens jouer. ouais. Fait que j'ai vu tout l'aspect gameplay classique, si on veut. Puis il y avait plein d'aspects intéressants. Chaque joueur avait ses propres pouvoirs. L'émission, un peu comme Conan et Batman, l'émission était faite pour un nombre spécifique de joueurs et un nombre spécifique de personnages. Fait que, puis il était basé sur le premier Metal Gear qui est sorti au PlayStation. Ouais. Fait que là, on avait Solid Snake, il y avait l'espèce de ninja, là, je me rappelle plus leur nom, l'informaticien. Il y avait une fille aussi dans les personnages, là, je me Grey rappelle Fox, plus tous le les ninja. personnages. Le Grey Fox. Fait que tu sais, il y en avait puis Grey Fox, il était très fort en melee, Metal Gear, c'était en stealth. Il y avait Otacon, c'est ça? Takon, c'est le scientifique. L'informaticien. Le scientifique, lui, il pouvait juste pas se battre, mais c'est lui qui va pirater les postes de travail, ces trucs-là. Fait que tu sais, il y avait plein d'aspects qui rappelaient le jeu vidéo, là, cacher les corps des soldats qu'on tue, parce que les soldats font une espèce de route spécifique sur le plateau, mais s'ils voient un corps à terre, ils changent leur route, puis ils se mettent à chercher les joueurs, des trucs comme ça. Mais j'ai pas vu de boss fight. Dans le bout que j'ai écouté, j'ai pas vu de combat contre Revolver Ocelot ou contre Psycho Mantis ou des trucs comme ça. C'est juste malade. Ben, Fait que, faut qu'ils aillent, faut qu'il y ait de quoi. Là. ça, le gars qui expliquait le jeu, il a dit qu'il y en avait dans le jeu, mais comme je les ai pas vus, il a dit ça risque d'être ma plus grosse déception dans le jeu, dépendamment comment c'est fait. Fait que j'ai préféré le tasser de ma liste parce qu'il y avait d'autres jeux qui me parlaient un petit peu plus que ça, mais le gameplay de base, il avait l'air quand même très solide. Là. Fait que ce serait mon numéro 14, Metal Gear Solid The Board Game. Très bon choix. Ça, comme je te dis, il était juste un peu short de ma liste. Je continue donc avec mon numéro 13. Mon numéro 13, cette fois-ci, c'est une suite. C'est donc un standalone expansion, comme on aime bien les appeler dans le milieu. C'est un jeu qui s'appelle Steampunk Rally Fusion, qui est la suite d'un jeu de course que j'aime beaucoup, qui s'appelle Steampunk Rally. C'est le même designer, c'est la même équipe, fait que c'est Roxley Games qui fait ça. Fait que dans le fond, c'est qu'on va avoir le jeu de base de Steampunk Rally, là, ça s'explique relativement bien. C'est un jeu que tu vas construire une espèce de machine infernale pour gagner une course à travers les Alpes. À chaque tour de jeu, on va faire un draft de cartes, puis la carte qui va te rester en main, tu vas la sacrifier pour gagner des ressources ou tu vas l'ajouter à ta machine. Puis l'idée, c'est que tes ressources, ce sont des dés. Fait que les dés que tu as gagnés dans ton tour, tu les roules, puis ensuite tu les places à différents endroits dans ta machine pour la faire avancer, pour lui donner des pouvoirs, pour lui permettre d'éviter de prendre une courbe très très serrée ou de ne pas subir de dégâts si tu rentres dans un mur, d'attaquer les autres joueurs, des trucs comme ça. Fait que c'est un jeu de course avec une mécanique de draft de cartes que j'aime beaucoup, des super composantes. Puis là, on fait tout simplement la suite. Fait qu'on amène un 4e type de dé dans le jeu, qui est l'énergie de fusion. On va amener des nouvelles cartes, des nouveaux pilotes. Il va y avoir 2 ou 3. Ouais, c'est ça, il va y avoir 4 pistes de course au lieu de 2 dans la première boîte. Et tout va être rétro-compatible. Donc, on va pouvoir prendre les pilotes de la première boîte pour jouer dans les pistes de la deuxième ou vice-versa. Fait que tout va se mélanger entre les 2 boîtes. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Mais on va pouvoir aussi juste acheter cette boîte-là puis jouer juste avec elle si on l'a. Fait que donc, un jeu de course compétitif avec du draft de cartes et beaucoup de jets de dés. Puis, pas tout à fait un placement d'ouvrier, mais un placement de dés
avec des effets de combo qui vont se faire rentrer entre les mécaniques. Toi, je pense que tu as joué une couple de parties. Ouais, c'est vraiment bon comme jeu. Tu sais, la gestion avec les dés, la construction Ouais, c'est ça. d'engins littérale. Là. Oui, oui, littéralement. Là, c'est un engine building dans les deux sens du terme. On construit un engin, puis il faut qu'il fonctionne comme il faut avec les dés qu'on y assigne. Fait que donc, pour moi, ça a toujours été un super bon jeu underground, un peu, là, sous-estimé. Steampunk Rally. On n'en parle pas de ce jeu-là, personne n'en parle. C'est ça. Fait que je suis content de le voir revenir sur la map avec une nouvelle itération du jeu. Puis Roxley Games fait toujours des super productions avec des merveilleuses composantes. Fait que très hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Mon numéro 13, Steampunk Rally Fusion. J'avais vu passer l'image. En fait, la boîte du jeu, c'est la seule image disponible présentement sur Board Game Geek. Ouais. Mais je pensais que c'était une extension et non un stand-alone. Fait que c'est encore plus cool que ce soit un stand-alone. Ouais, j'ai hâte de voir parce que Roxley Games, habituellement, ils passent par Kickstarter, mais pas toujours. Fait que je sais pas s'ils ont prévu de sortir directement en magasin ou s'il va sortir par une plateforme. S'il sort sur Kickstarter, la campagne n'est pas commencée. Fait que probablement que le jeu sortira pas en 2020, mais pour l'instant, sur Board Game Geek, si je me trompe pas, il est annoncé pour 2020. Okay. Cool. Moi, mon numéro 13, c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter puis qui est terminé il n'y a pas très longtemps, puis qui devrait sortir à la fin de l'année 2020, j'imagine. C'est Wonderland War. Ouais. Il vient de se finir. Là. Ouais, ça fait quelques jours à peine qu'il vient de finir. C'est un jeu dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles avec un visuel vraiment magnifique. Une espèce d'univers un peu cartoon, un peu gothique, là. Un peu comme certains films qui ont fait avec ce concept-là. Ouais. C'est un jeu de backbuilding. Donc, on va choisir une des factions. Là, Alice avec les rebelles. Tu peux être la Reine de Cœur, le Mad Hatter. Donc, il y a plusieurs factions qui vont avoir leur plateau personnel. On va avoir notre sac avec nos petits jetons dedans. Il y avait évidemment des éditions de luxe dans la campagne, là, avec beaucoup d'affaires, avec des chips comme des chips de poker au lieu d'être des jetons pour mettre dans ton sac. Là. Puis c'est un jeu aussi avec du contrôle de territoire, fait qu'on va se disputer le royaume des merveilles en fait. Donc les joueurs vont aller prendre le thé ensemble. Puis en prenant le thé, on va gagner des cartes. Donc, c'est comme un draft de cartes qu'on va faire si on veut. Puis après ça, on va pouvoir jouer les cartes pour déployer des choses. Pour pouvoir en jouant avec ce qu'on a pigé dans notre sac, on va pouvoir les placer sur notre plateau pour activer différentes affaires. Donc les backbuilding, c'est toujours une mécanique très peu utilisée. Mais ça fait des jeux souvent qui sont très brillants et qui sont le fun. C'est des jeux qui ont quand même une dose de hasard parce que ça reste que faut que tu piges tes trucs dans ton sac puis ça sort pas nécessairement comme tu veux. Oui. Mais souvent ça fait des jeux qui sont le fun. Puis toutes les backbuilding que j'ai essayé, c'est des jeux que j'ai beaucoup aimés. Donc Wonderland War, un beau petit jeu qui a l'air très cool. Donc j'ai bien hâte d'essayer. Je ne l'ai pas supporté sur Kickstarter. C'était quand même assez dispendieux. Il était dispendieux. Il était très dispendieux celui-là. Moi aussi, je l'ai vu aller. Puis il y avait d'autres jeux en même temps en plus. Ouais, surtout si on voulait la version Deluxe là, avec les belles chips de poker et tout ça. Là, c'était assez cher. Mais c'est clairement un jeu que je vais vouloir essayer quand il va sortir en boutique là, pour voir justement si il est à la cheville des autres jeux de backbuilding. Donc Wonderland War, mon numéro 13. Excellent choix, excellent choix. Continuons avec mon 12e choix, mon numéro 12. Mon numéro 12, c'est un jeu qui est déjà supporté. C'est un jeu qui est passé sur Kickstarter. Je l'ai supporté, j'ai pris pas tout à fait le all-in. C'est un jeu pas tellement dispendieux, là. C'était pas un énorme jeu de figurines. C'est un jeu de Kevin Wilson, qui est un designer que j'aime beaucoup, qui a travaillé beaucoup avec FFG, là, entre autres. Oui, exactement. C'est un jeu de APE Games, que je ne connais pas comme compagnie. C'est un jeu coopératif, pas un tower defense, le contraire d'un tower defense, un tower attack. Il faut grimper le long d'une tour pour aller pogner le boss qui est en la tour. Exactement. Okay. Exactement. Un reverse tower defense. Exactement. C'est un jeu qui s'appelle Stygian Society. Stygian Society, dans le fond, c'est un jeu coopératif dans un univers fantasy, fait qu'il va y avoir le méchant, le voleur, le roublard, le barbare, etc. Là. Et l'idée, c'est que les habiletés qu'on a se déclenchent avec des cubes qu'on lance dans la dite tour. Et on a une figurine qui représente notre party, puis on va le placer à la base de la tour, puis là, on va avoir comme une vague d'ennemis à affronter, puis quand on les affronte, on monte d'un étage dans la tour, puis là, on affronte d'autres ennemis, puis quand on les bat, on monte d'un autre étage, puis il faut monter comme ça jusqu'à temps qu'on attaque le boss. Puis l'idée de la mécanique de base du jeu, c'est quand c'est à ton tour de jeu, selon ton niveau, tes habiletés, tout ça, tu vas pitcher une batterie de cubes dans la tour.
les cubes vont tomber, puis un peu comme dans des jeux, je pense que c'est Shogun qui avait une mécanique comme celle-là, il y a des cubes qui vont rester pris dans le tour, ou Edge of Darkness à la limite. Ouais. Il y a des cubes qui vont rester pris dans le tour, puis il y en a qui vont sortir. Puis ensuite, tu vas pouvoir utiliser tous les cubes qui sont à l'extérieur de la tour pour activer tes différentes habiletés. Fait que si je suis le roublard, peut-être qu'avec 3 cubes blancs, ben, ça me permet d'activer telle attaque, de faire un sneak attack sur un ou de voler un truc à l'autre. Si je suis le prêtre, ben, peut-être que ça me prend des cubes rouges pour guérir les autres dans mon équipe, etc. etc. Et les cubes Puis appartiennent pas à personne. Non, c'est ça. Puis à chaque tour de jeu, je suis obligé de mettre une coupe de cubes ennemis, si on veut, que je suis obligé d'en lancer quelques-uns. Puis à chaque fois qu'il y a un certain nombre de cubes d'une certaine couleur ennemie qui finissent par sortir, ben là, cet ennemi-là va s'activer. Fait que il y a une prise de risque aussi. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect coopératif de la patente. Parce que si je suis un joueur, moi peut-être que j'ai pas besoin des cubes bleus, mais parce que ça active pas mes habiletés, mais peut-être que le gars juste après moi, le paladin, il y a une espèce d'attaque de zone qui pourrait attaquer tout le monde, puis il manque juste 2 cubes bleus, puis je vais avoir l'action Help Another, où je fais juste prendre une coupe de cubes qui sont pas de ma couleur, je les lance dans le tour, puis les cubes restent disponibles d'un tour à l'autre. Fait que si je réussis à mettre les 3 cubes bleus qui sortent, j'ai juste à dire que je n'utilise aucun cube dans mon tour, puis quand ça va être au tour du paladin, les cubes dont lui a besoin sont déjà placés. Ce qui veut dire aussi que les ennemis, leur attaque se build tranquillement. À chaque fois qu'on lance des cubes à l'intérieur de la tour, il y a un cube noir qui sort. Bon, ben là, l'ennemi est à une étape sur 3 d'attaquer. Okay. Le tour d'après, il y a un autre cube noir qui sort. Ben là, il en manque juste un avant que cet ennemi-là attaque ou fasse son attaque spéciale, etc. Fait que c'était une dynamique que je trouvais super intéressante. Puis ils ont fait plusieurs skins sur le jeu. Fait qu'à la base, ils sont partis fantasy, mais dans la version Kickstarter, il y a une version steampunk, il y a une version horreur, de type horreur arcade, si on veut, ou dans une bibliothèque maudite, puis il faut trouver la source du curse, des trucs comme ça. Fait que cette mécanique-là, de base, me parlait beaucoup à essayer de manipuler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la tour. C'est un petit peu comme si on jouait à Edge of Darkness, justement, le truc de la tour. Tout le monde se sert des cubes qui sont à l'intérieur. Il faut juste pas qu'il y ait trop de cubes noirs qui sortent, par exemple. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant comme mécanique. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Les composantes sont pas pires, mais c'est en retard. Fait que j'espère que ça va sortir en 2020 éventuellement. Fait que donc, The Stygian Society, mon numéro 12. Cool. Mon numéro 12, ça va être notre premier crossover. Déjà? Oui, parce que c'est un jeu, je pense, que tu as supporté sur Kickstarter. C'est Dice Throne Adventure. Ça se pourrait. Ben, je te confirme que je l'ai supporté. Là. Ouais, c'est ça. D'après moi, tu l'as mis à quelque part dans ta liste. Dice Throne Adventure, ben là, Dice Throne, tout le monde connaît ce jeu-là. C'est un jeu de dés et de cartes. C'est un genre de Mortal Kombat rencontre Yadi, là, si on veut, ou King of Tokyo, whatever. Là. Fait qu'on lance des dés pour essayer de faire des combinaisons. On va avoir le droit à 2 relances. Puis on va incarner un personnage qui va avoir ses propres dés, ses propres pouvoirs, qui va avoir son propre deck de cartes. Les cartes vont pouvoir faire différents effets aussi. Le but quand on joue 1 contre 1, c'est de détruire notre adversaire. Mais en fait, Dice Throne Adventure, ce que ça va faire, c'est que ça va transformer Dice Throne en un jeu coopératif. Fait que là, on va chacun jouer un personnage, mais on va devoir traverser un donjon ensemble pour faire des combats et tout ça. Fait que c'est une idée vraiment cool de prendre un jeu qui est déjà super le fun à la base, en fait, puis de le rendre coopératif comme ça. Je pense que c'est un stand-alone, là. Évidemment, il vient aussi avec ses personnages à lui, que tu vas pouvoir utiliser pour jouer contre, j'imagine, après, là. Oui, ben, le fait qu'il soit stand-alone, ça, je suis pas certain. Non? Tu penses que c'est une extension? Parce qu'il y a juste 2 nouveaux personnages, si je me trompe pas. Ça se peut. Il y a l'espèce de Trent... Mais là, ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé les nouvelles parce qu'il était, avec tout ce qui se passe, il va être très très en retard. Il est supposé arriver techniquement à l'été prochain. Là. Okay. À la base, mais d'après moi, il n'arrivera pas l'été prochain, mais je me rappelle plus. Cooperative Expansion, c'est une expansion. Okay. Fait que ça te prend soit des boîtes de la saison 2 ou la boîte de la saison 1 pour pouvoir jouer coopératif. Fait que ça te prend, c'est ça, soit une des boîtes de la saison 2, qui ont 2 personnages par boîte, soit la boîte de base de la saison 1. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rétroactivement ajouté 2 personnages à la saison 1 pour que la saison 1 ait aussi 8 personnages. Ah oui, parce qu'ils ont sorti la nouvelle version plus belle de la saison 1 avec les beaux graphiques et tout ça. Là. Oui, j'ai déjà vendu ma saison 1. Nice. Donc, c'est un jeu que j'ai hâte d'expérimenter parce que Dice Throne, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis je sais que toi aussi tu l'aimes beaucoup, mais donc ça va être cool de jouer en coop. Donc c'est mon numéro 12, Dice Throne Adventure, une extension.
Ça se pourrait qu'on en reparle. Mon numéro 11, je me suis dit qu'il y avait une chance d'être sur ta liste. Je suis vraiment curieux, sauf que j'ai vraiment très très peu d'informations sur ce jeu-là. C'est un jeu d'AEG qui va reprendre un certain concept de Edge of Darkness. C'est le même auteur, John D. Clare, si ma mémoire est bonne. Il y a du area control, il y a du card crafting. C'est le prochain jeu de la série card crafting de AEG. C'est un jeu qui s'appelle Dead Reckoning. Dead Reckoning, dans le fond, c'est un jeu de pirate. Okay. Puis là, je sais pas s'ils vont passer via Kickstarter. J'assume que oui. Si c'est le cas, probablement que ça sortira pas en 2020, parce que le temps de faire la campagne puis ensuite de designer le jeu. Mais Dead Reckoning, c'est ça, j'ai pas beaucoup d'informations. Je sais qu'on va avoir chacun un bateau pirate qui va se promener sur un plateau. Je sais que le bateau pirate, lui, s'améliore avec le système de card crafting. Fait que on va les cartes qui vont représenter les différentes parties, les caractéristiques du bateau, c'est des cartes qui vont être slivées, puis on va rajouter des améliorations à ces sleeves-là. On va essayer d'aller gagner le contrôle de différentes zones sur le plateau pour marquer des points. Puis au-delà de ça, j'en sais pas tellement plus. Fait que ce que je sais, c'est qu'il y a le même aspect de deck building que dans Edge of Darkness, où on va, tu sais, que dans Mystic Vale, là, un deck building avec un système de card crafting mélangé à l'intérieur de ça, donc dans notre deck. Sauf que si j'ai bien compris, notre deck va être personnel, comme à Mystic Vale et non pas comme à Edge of Darkness. Puis, ouais, c'est ça. Puis le deck va s'améliorer au fur et à mesure qu'on va rajouter des sleeves à l'intérieur de chacune de nos cartes, là, qu'on va améliorer, qu'on va mettre des améliorations sur nos cartes. Je sais qu'il est compétitif, puis je sais que c'est un jeu de pirate. Fait que j'avais déjà dit que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jeux de pirate quand j'avais fait le review de Skull Tales. C'est vrai. Puis là, celui-là, il est compétitif. J'aurais aimé ça qu'il soit coop, mais bon, on verra qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est un jeu où on traverse les Caraïbes en attaquant des bateaux, en débarquant ces îles pour piller les îles, etc. Avec le système de card crafting que j'aime beaucoup de AEG. Je pense que j'ai tous leurs jeux qui sont en card crafting. Mystic Vale, Rose puis Edge. Il y en a 3. Puis Mystic Vale... Ouais, c'est ça, à moins que je ne l'oublie un. Mais Mystic Vale, j'ai le Big Box, là, j'ai quasiment toutes les expansions. Edge of Darkness, je l'aime beaucoup. Custom Heroes, c'est le plus simple de la gang, mais je l'aime beaucoup aussi. Fait que comme j'aime beaucoup ce système-là, ben, le prochain me parle énormément, avec une thématique qui me parle beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Board Game Geek, comme on peut voir. Ouais, puis les images, ça a l'air d'être des protos encore, là. Oui, lui, c'est clairement, quand j'avais regardé les images, c'est clairement des protos. Là. Il y a des grandes boîtes blanches. Mais ils ont tellement fait du bon stock. Puis c'est un auteur que j'aime beaucoup. Là. J'aime bien son dernier jeu aussi, Downfall. C'est lui aussi qui a fait ça. Fait que donc, Dead Reckoning, très curieux de voir qu'est-ce qui va ressortir de ce jeu-là. Là. Je l'aurais peut-être mis sur ma liste. Pour vrai, je l'ai vraiment pas vu passer, ce jeu-là. Okay. Je savais même pas qu'il y avait un jeu de card crafting qui s'en venait. Il y a tellement de jeux qui sortent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est cool. Je suis content de voir ça s'en venir sur le marché. Ouais, je suis très curieux de ce que ça va avoir de l'air. Moi, mon numéro 11, c'est un jeu qu'on a essayé à Gen Con, qu'on a fait une démo ensemble. C'est un jeu qui était aussi sur Kickstarter. C'est Arceus. Oui. Donc, de Ankama Games. C'est un jeu du quatuor d'auteurs francophones français, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. C'est un jeu de type campagne, legacy un peu, là, mais plus familial. Donc c'est vraiment très léger comme jeu. On va avoir un personnage, c'est une espèce de setting égyptien, mais steampunk. La thématique est drôle. La thématique est cool quand même, là. Fait qu'on découvre que dans les pyramides cachées, il y avait des anciennes civilisations qui avaient des technologies très avancées. Fait qu'on va découvrir des espèces de trucs steampunk là-dedans. Fait que les figurines sont aussi très cool. On a des espèces de petites boîtes pour faire les salles qu'on va clipper avec des espèces de portes pour faire les différents donjons. On va les explorer. On a un système d'achievement. Donc, on a comme des objectifs de personnages à faire ou dans un cahier où on va cocher qui fait ces objectifs-là. Ça va nous donner des nouveaux pouvoirs, des nouvelles récompenses. Donc, c'est un petit jeu très sympathique. J'ai hâte de voir la campagne a l'air de quoi. On a fait le scénario d'introduction. C'est très straightforward. Là. Il n'y avait pas... c'est très simple. C'est ça, c'était vraiment pour apprendre les règles en tant que tel. Mais c'est le genre de jeu sympathique que j'aime toujours découvrir. Puis j'aime beaucoup ce que ces 4 auteurs-là font aussi habituellement dans le jeu familial et tout ça. Fait que là, de les voir s'attaquer à un legacy, je pense que ça va donner un beau résultat. Puis la production était vraiment très belle aussi. Les figurines et tout ça. Il y en a vraiment des grosses, les espèces de gros boss. Ça a l'air d'une espèce de gros monstre égyptien avec des parties robots un peu. Là. Ouais. Donc vraiment très cool. L'univers qu'ils ont créé pour ce jeu-là,
Fait que j'ai hâte de me lancer un peu dans cet univers-là pour le découvrir davantage. Donc, Arceus, qui serait mon numéro 11 pour 2000. Très, très bon choix. Très, très bon choix. Je vais continuer avec mon numéro 10. Mon numéro 10, c'est mon premier, mon seul, je crois, jeu qui est basé sur un jeu vidéo. Ouais. Le jeu vidéo, je ne le connaissais pas avant de voir cette campagne-là passer sur Kickstarter. C'est un jeu qui s'appelle Company of Heroes, qui est un jeu de guerre. Si je ne me trompe pas, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Puis, dans le fond, c'est qu'il y a différents modes de jeu qui vont être à l'intérieur du jeu. Le jeu de base, c'est une espèce de skirmish de guerre où j'ai mis des unités, tu as les tiennes, puis pendant le jeu, on va construire des nouveaux bâtiments, on va produire des nouvelles unités, on va upgrader ces unités, puis on va essayer d'éliminer son adversaire. Il y a aussi une petite campagne coopérative qui existe dans la version Kickstarter du jeu. Puis dans le fond, moi, le jeu, quand j'ai regardé la campagne, quand je regarde les updates du jeu qui sont suivis, parce que c'est un autre jeu que j'ai supporté, j'ai la vibe vraiment Command and Conquer, le board game. Je sais pas si tu te rappelles ce vieux jeu vidéo. Ah ouais. Où c'est un jeu de guerre où on va justement un espèce de StarCraft, là, mais dans un univers de Deuxième Guerre mondiale. Fait que, on va construire des nouveaux bâtiments, on va upgrader ses unités, on va déployer des nouvelles unités, on va essayer d'attaquer l'autre. Fait que ça, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup, qui n'est pas énormément. J'ai pas beaucoup de jeux de figurines qui sont à thématique guerre contemporaine. J'ai beaucoup de jeux de figurines fantasy ou sci-fi, mais des jeux de guerre à part, j'en ai dessus seulement, Mémoire 44, Mémoire 44, peut-être, de toute façon. À part celui-là, j'en ai pas Il va y d'autres. avoir du mobilier dans ce jeu-là. Oui, il y a des petits buildings, des petits bâtiments, tu as tes tanks, tes canons, tes soldats, puis chaque les trucs vont venir sur une espèce de petit socle qui vont te permettre d'attacher tes jetons après chaque figurine. Fait que c'est vraiment une super belle production. L'équipe qui a fait ça avait produit un jeu précédemment qui était un espèce d'énorme jeu de mech en temps réel qui a des bonnes critiques. Fait que ça me parlait. Donc, l'aspect Command & Conquer en version board game, je sais pas si c'est vraiment ça le feeling final que ça va avoir, mais c'est comme ça que le jeu, c'est ça le sentiment que j'avais, moi, quand j'ai regardé la campagne, quand j'ai regardé les vidéos de jeu. Fait que donc, Company of Heroes, un excellent, ce qui semble être un très bon jeu versus ou coop ou campagne ou skirmish, différents modes de jeu dans un univers de Deuxième Guerre mondiale. Ça me parlait énormément. Donc, mon numéro 10, en commençant le top 10, Company of Heroes. Les images puis tout donnent vraiment le goût. La production a l'air vraiment hot. Oh, ça a l'air vraiment cool. Puis comme je dis, des jeux de figurines de ce type-là, il n'y en a pas tellement. Ou à part quand tu rentres dans les énormes wargames, là. Fait que si tu veux plus un jeu de type board game, parce que quand tu regardes les images, là, tu as vu, il y a tout ce qui est barrage, barbelé, etc. Il y a plein de stocks. Là, évidemment, moi, j'ai pas tout pris ça sur Kickstarter, parce que là, maintenant, il faut pas virer fou. Ça m'aurait coûté des centaines de dollars, mais j'en ai pris quand même pas pire. Fait que j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Oh, nice. Mon numéro 10, c'est un deuxième jeu québécois. Un jeu québécois que j'ai eu la chance d'essayer aussi avec les auteurs. C'est un jeu qui s'appelle Coatl. C'est un jeu dans l'univers aztèque où on va fabriquer des espèces de serpents cérémoniaux là, de différentes couleurs. Donc, c'est un jeu où on va avoir des collections d'ensemble. En fait, on va drafter des pièces de différentes couleurs, soit pour faire le corps, la tête ou la queue de notre dragon. On va même faire 3 dragons pendant le jeu. Là. C'est un jeu où on va avoir des façons. En fait, chaque carte va scorer de façon différente. Fait que quand on va recruter des cartes, on va les assigner à un serpent. Fait qu'exemple, si je prends une carte que c'est blanc, c'est noir, vert, à chaque noir, vert de suite, ça me donne 2 points. Mais là, si je fais noir, vert, noir, vert, noir, vert dans mon serpent, ben, ça va donner 6 points. Fait qu'on va essayer de mettre des cartes de pattern spécifiques avec nos serpents, puis d'essayer de les construire pour faire le maximum de points. C'est un petit jeu qui est assez casse-tête, mais qui est vraiment le fun. La production, elle va être vraiment géniale. Le proto, c'est toutes des pièces à imprimer à l'imprimante 3D, là, parce que les petites pièces de serpent s'accrochent les unes dans les autres. Ouais, c'est ça. Puis là, ça va être publié par Synapse Games. Ils ont vraiment fait un beau travail pour l'édition, puis le visuel, le dessinateur qu'ils ont engagé pour le visuel. Il a vraiment mis un super bel univers autour de ça, puis pour les couleurs et tout ça. Donc ça va être, je pense, une très très belle production. C'est le genre de jeu qui est pas trop complexe à apprendre, mais qui est complexe à jouer.
Parce que les règles sont simples, mais quand tu joues, ben, c'est pas évident à faire les combos sont pas évidents à faire, mais quand tu réussis à les faire, t'as l'impression que tu as réussi à faire quelque chose. Puis c'est un jeu qui a une espèce d'aspect course, là, dès que quelqu'un va avoir fini son deuxième ou son troisième serpent, je me souviens plus trop, ben, ça va déclencher la fin de la partie. Fait que là, j'ai beau me construire le plus gros serpent, mais si je le finis pas avant la fin de la game, il me donnera pas de points. Il faut faire attention comment on va gérer nos affaires. Donc, Quattle, vraiment hâte de voir la version finale de ce jeu-là. Donc, j'avais rencontré les auteurs dans une petite convention. Je connaissais pas du tout, mais là, je regarde des images un peu sur Board Game Geek. C'est vraiment beau, les petits serpents. C'est hot. Puis, c'est des auteurs de la Montérégie. C'est des auteurs de la région de Sainte-Julie. Fait que c'est vraiment très, très proche de chez nous, en fait. Fait que... Oui, en effet. Ça va nous faire plaisir d'encourager ces auteurs-là quand ça va être disponible en magasin. Donc, regardez ça. Mon numéro 10, Quattle. Excellent. Dans le cas de mon numéro 9, moi, c'est ceux qui suivent la chaîne un peu doivent commencer à le savoir. Je suis quand même assez fan de sci-fi. C'est une de mes thématiques préférées, autant en cinéma qu'en littérature qu'en jeu de société. Fait que c'est un jeu de science-fiction. Puis moi, ce qui m'a accroché dans ce jeu-là, c'est vraiment niaiseux, c'est le tagline. Tu sais, la petite ligne qu'ils mettent, la phrase qu'ils mettent pour vendre le jeu, là, qui vient avec l'image du jeu, c'est The Space Race is a lie. J'ai dit, ça, je veux jouer à ça. Ça s'appelle Godspeed. Le nom du jeu. C'est le prochain jeu de Pandasaurus Games. Ceux qui ont fait, je me trompe pas, c'est Dinosaur Island. Ouais, il a été kickstarté, ce jeu-là. Ouais, c'est un jeu Kickstarter. Je l'avais pas backé. Je l'avais étrangement pas vu passer ou il y avait d'autres choses qui passaient en même temps. Là, je me rappelle plus. Fait que, tu sais, de ce que je voyais, c'était du worker placement. Il y a un concept d'auction aussi à l'intérieur du jeu. Puis l'idée, c'est que la course à l'espace pour aller sur la Lune, c'est un gros mensonge pour cacher le fait qu'on a trouvé une planète, je sais pas trop où, en passant par un trou noir ou je ne sais trop dont on est en train d'essayer de faire la conquête, la terraformation, puis de rendre cette planète-là habitable, puis là on cache ça à l'humanité. Fait que l'idée, c'est qu'il y a différentes nations, les États-Unis, le Japon, la Russie, qui sont sur cette planète-là, puis qui sont en train de compétitionner pour être la première à rendre cette planète-là habitable, à pouvoir s'y installer, puis à y vivre. Fait que ça a l'air d'être un gros jeu, tu sais, à la... On Mars ou Terraforming Mars, etc., mais sur une planète inconnue où on va avoir à aller construire des bâtiments, générer des ressources, etc. Fait qu'un gros jeu euro avec du worker placement, de l'auction game, puis une thématique que j'ai trouvé vraiment super originale. Puis le cover, je le trouve très très cool, le cover de la boîte. Fait que j'ai quasiment l'impression que c'est un jeu d'horreur quand tu regardes ça. Fait que donc, Godspeed. Bon, mis à part ça, comme j'ai dit, j'ai pas grand chose à dire. J'ai vu un petit peu pas le gameplay, mais certains éléments du plateau. Il y a beaucoup d'images sur Board Game Geek. C'est un jeu qui a été kickstarté. Fait que je sais que je pourrais regarder un vidéo complet du jeu. Il y a des belles figurines, il y a des super composantes. C'est le genre de jeu à la Dinosaur Island qui a l'air d'avoir 1 milliard de cartes, de jetons, de tokens, de tuiles, de tout ce que tu veux. Là. Ça a l'air d'être très, très lourd là, comme jeu. Mais j'aime beaucoup ce genre de jeu-là à la base, des gros euros lourds avec une thématique qui me parle. J'ai beaucoup aimé Dinosaur Island, donc je suis très curieux de voir ça va avoir l'air de quoi celui-là. Godspeed, mon numéro 9. Nice. Mon numéro 9, ça va être probablement un autre crossover, je pense. Je pense. C'est un jeu que tu as essayé à Gen Con. OK. Et c'est Truth Vang Legend. OK. Un jeu de Eric Lang? Je pense que non. Je pense que non. Ah oui, il est dans les auteurs, mais il y en a qui sont d'une gang. Là. Okay. Mais tu sais, il supervise pas mal tous les projets de Command Je pense qu'il est rendu dans les auteurs de tous les jeux que Command fait. Ouais, c'est ça. Il doit avoir son petit mot à dire dans tout ce qui se passe. Là. Mais Truth Vang Legend, on en a parlé un peu tantôt, mais c'est un autre backbuilding en fait. Ouais. C'est l'année du backbuilding. 2 backbuilding dans la même année, c'est beaucoup. Donc lui c'est un backbuilding où on va incarner des personnages. C'est un univers viking là. Ouais, fantasy viking. Fantasy viking. Puis dans le fond c'est un jeu coopératif. C'est un jeu narratif aussi. Je pense avec des éléments legacy là. Dans le fond il y a des pochettes sur le plateau. Puis dépendamment des résultats de certaines quêtes ou de certains combats, ben il va se mettre des cartes dans ces pochettes-là, donc l'univers va évoluer. Puis selon ce qui est arrivé, ben si exemple, je sais pas, t'es allé t'envoyer tuer un dragon, puis
le dragon, ben, tu décides de le tuer au lieu de décider de devenir son allié, ben, ça fera pas le même résultat. Ouais. Fait qu'on n'aura pas la même carte à les mettre dans la pochette ou etc. Fait que ça va faire évoluer tranquillement notre univers puis notre plateau dans cet univers-là. Évidemment, c'est un jeu avec une tonne de figurines. Puis c'est un jeu campagne, là, fait qu'on va faire je sais pas combien il y a de scénarios dans la campagne. Là. Ben, je sais je pourrais pas dire combien parce que je sais qu'il y a des extensions qui sont sorties, puis il y a des, tu sais, il y a beaucoup d'autres trucs qui vont se passer. Il y a des side quests qui existent aussi. Fait que je pourrais pas dire exactement, mais probablement pas mal. Mais je trouvais que ça avait l'air vraiment cool encore une fois. Puis comme j'ai dit tantôt, quand il y a un backbuilding dans un jeu, c'est sûr que ça pique ma curiosité. Là. Fait que dans un jeu coop en plus, ben, je pense que ça va être bien exploité. Puis j'ai hâte de voir comment ça va tourner ce petit jeu-là, Truthvang Legend, mon numéro 9. Fait que je continue avec mon numéro 8, puis je vais commencer avec mon numéro 8 en disant qu'on a vraiment passé un cheveu d'avoir un crossover sur le même chiffre, parce que mon numéro 8, c'est Truthvang Legend. Oh! Wow! Quand même. Ça a vraiment passé proche. Fait que tu sais, t'as déjà dit pas mal ce qu'il y avait à dire sur le jeu. Tu sais, je rajouterais que les trois choses qui m'ont le plus parlé dans le jeu, parce que moi je l'ai essayé, j'ai joué une partie complète, une partie que il avait construit, que Command avait construit spécifiquement pour Gen Con. Fait que c'est pas un scénario qui va se retrouver dans la version finale du jeu, mais que ça te permet d'explorer les règles. Fait que, il y avait le concept de sleeve sur le plateau que je trouvais super intéressant. Comme tu dis, ça peut être des événements, mais ça peut être aussi des lieux. T'sais, dans ce genre de jeu-là, tu vas avoir... on va arriver sur une zone, puis là, ils vont dire « pige une carte, je pige la carte », puis là, il y a un monastère sur cette zone-là, mais la porte est barrée, on peut pas rentrer. Bon, ben, au lieu de se dire « ah oui, il faut se rappeler qu'à telle place, il y a un monastère », la carte du monastère, ta sleeve directement sur le plateau, elle est collée sur le plateau. Fait que tu le vois. À n'importe quel moment à l'intérieur du jeu, on peut dire finalement, on va retourner là, on trouve une clé. Ah, on va laisser cette clé-là au monastère, on revient, on tourne la carte. Ah non, c'est pas ça que ça prend, parfait. On continue, on reste live à telle place. Il y a le même système avec les actions des ennemis, parce que dans le fond, une fois que chaque joueur a joué, on passe un espèce de petit plateau en allant de haut en bas, puis ça détermine tout ce qui se passe pendant le tour ennemi. Au début, il y a juste genre le monstre, il bouge de 2 cases. C'est une carte qui est slivée sur ce petit plateau d'action-là. Au fur et à mesure que la partie avance, on va sliver davantage de trucs qui vont se passer. Fait que le tour d'ennemi peut se complexifier ou se personnaliser selon ce qui se passe. Puis il y a le système de backbuilding qui est super intéressant. C'est un système de backbuilding et de push your luck dans ce cas-ci, qui est pas nécessairement commun à tous les backbuilding, l'aspect push your luck, souvent, mais pas nécessairement. Fait que lui, c'est pas qu'on pige un nombre fixe de jetons pendant son tour de jeu, on les pige un par un, puis on les place sur son plateau personnalisé. Puis une fois qu'on a un certain nombre d'une certaine couleur dans une certaine zone de son plateau, ben cette habileté-là peut se déclencher pour le tour. Fait que je peux dire, je pige, là j'ai un jeton d'attaque, si j'en pige un deuxième, je vais pouvoir donner un coup d'hache. Mais là, je peux décider de continuer, puis si je réussis à piger 3 jetons bleus, je vais pouvoir healer un allié, ou 2 jetons rouges, je vais pouvoir bloquer un coup. Sauf qu'on a des jetons négatifs dans notre sac, puis si on empêche un certain nombre, notre tour est scrap, puis on fait rien, puis on fait juste se faire attaquer par les monstres. Fait qu'il y a cet aspect-là, push your luck, un peu à la Quax ou à la... etc. Fait que c'est pas un backbuilding comme Orléans où je pige 3 jetons, puis c'est ça que je fais, c'est ça que j'ai pour faire mon tour de jeu. Okay. Là, il y a le push your luck qui est intéressant aussi. Fait que vraiment très très bon choix, évidemment. Truthvang Legend. C'est mon choix numéro 8. Mon numéro 8, c'est une nouvelle édition d'un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai dans ma collection. Je sais pas grand chose sur cette nouvelle édition-là, en fait, là, mais je sais que ça va passer par Kickstarter. C'est la nouvelle édition de Kemet qui va s'appeler Kemet Blood and Sand. Tu vois, il est annoncé pour 2021. 2021, je triche un peu, là. Mais je l'ai mis quand même parce que je sais que la campagne va être en 2020, là, mais c'est ça. Je sais que c'est une nouvelle édition de Kemet. Ils ont décidé d'y aller pour un Kickstarter parce qu'ils veulent vraiment mettre toute la gomme pour cette nouvelle édition-là. Ils veulent y aller avec des plus belles figurines. C'était peut-être le petit défaut qu'il y avait dans la première version. C'était pas le jeu avec les plus belles figurines. T'sais, les monstres étaient gros, étaient cool, mais les unités, c'était vraiment des petites figurines très très petites, très fragiles et tout ça. Fait que là, j'imagine qu'ils vont voir un peu plus gros. Ils vont retaper aussi le visuel. Le premier plateau de la première édition, il faisait assez beige, merci. Fait que là, ils ont fait un design un peu plus beau, comme vous pouvez voir à l'écran. Ils vont retoucher, j'imagine, des éléments du gameplay. Je ne sais pas à quel point ils vont modifier le gameplay. Qu'est-ce qu'ils vont ajouter dans cette nouvelle édition-là. Ou s'il va y avoir des stretch goals ou des choses dans la campagne qu'on va pouvoir débarrer.
Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que justement ils vont amener de nouveau avec cette deuxième édition de Kemet, qui elle va passer par Kickstarter et non par le retail comme la première l'avait faite. Mais là j'ai triché, c'est un 2021, mais je l'ai mis pareil. C'est bien correct. On te le pardonne. Ça, c'était mon numéro 8. Je savais pas, je savais pas qu'il sortait une nouvelle version. Ouais, j'ai vu t'informer pas si longtemps que ça. Ok. Fait que je continue avec mon numéro 7 qui est un jeu de Penguin and Panda Production. Ce jeu-là, dans le fond, j'aurais l'impression de dire c'est Reckoners dans un univers japonais. Oh! Es-tu capable de me dire c'est quoi? Ouais, ben j'ai l'image en tête, là, c'est Onimaru. Onimaru, ouais, c'est ça. Qui est, tu sais, dans le fond, c'est un jeu où on a un personnage qui va évoluer au fur et à mesure que la partie va avancer. Son personnage, principalement, il est représenté par des dés. Puis c'est le genre de jeu, je roule mes dés 3 fois, puis après, je vais attribuer mes dés, fait que selon les faces que chaque dé va me donner. C'est ça le côté Reckoners. Puis c'est un jeu qui est coopératif, où on va affronter des séries de vilains qui sont des démons japonais, là. Fait que c'est ça. Ghost Stories, merci. Ouais, exactement. Puis c'est ce que je trouvais plate du dernier jeu Bastion, c'est qu'il avait mis de côté le look Ghost Stories. Je trouvais que ce art-là était vraiment cool. Puis Onimaru va tout rechercher ce type d'art-là, fantasy japonais, qu'on voit pas beaucoup dans, il y a une couple de jeux, là, comme on a fait, comment il s'appelle, le gros jeu de figurines japonais, Rising Sun. Il y en a un petit peu, mais celui-là va vraiment chercher tout tout ce côté-là, fantasy, quasiment comic book, un petit peu, là, dans la façon dont c'est dessiné. Ah, puis l'air du Game Trace, pareil comme Reckoners. Ouais. Pour ça, je dis que ça me fait penser beaucoup à Reckoners. C'est un jeu de dés. Puis lui, chaque plateau, je sais pas si tu peux le voir sur les images, mais chaque plateau présentement à l'écran. OK. Chaque plateau aussi personnel est modulable, contrairement à Reckoners. Fait qu'il y a des parties du plateau, des plateaux de joueurs individuels qui vont s'enlever puis qui se changent selon les caractéristiques que tu vas avoir, selon les habiletés que tu vas avoir pour ta partie. Tu peux t'upgrader. Je sais pas si tu vois un petit plateau de personnages présentement, mais il y a des petites cartes en haut à gauche qui représentent les habiletés. Les espèces de tuiles qui sont dans le bas du plateau avec les 3 symboles au-dessus de chaque tuile, c'est des affaires qui s'enlèvent du Game Trace puis qui peuvent se changer selon les capacités que je vais avoir pour ce pouvoir-là. Puis après, c'est le même type que Reckoners. Fait que c'est juste qu'au lieu d'assigner mes dés à mes ennemis, je les assigne à moi. Puis je vais activer différentes habiletés selon les symboles de dés que j'ai. Puis, fait que c'est un jeu co-op de type un petit peu Tower Defense où on va battre des vagues d'ennemis. On va s'améliorer un petit peu au fur et à mesure que la partie va avancer. Tu roules tes 3 fois, tu gardes les résultats pour activer différentes habiletés. Avec des super belles composantes, une thématique qui me parle beaucoup. Donc, Onimaru, j'ai bien hâte de voir de savoir de voir la version finale là, arriver sur ma table pour essayer ça. Ouais, d'après moi, c'est quelque chose qui va marcher et qui va être très le fun. Moi, mon numéro 7, lui aussi j'ai triché un peu parce que c'est un jeu qui est sorti en Europe déjà, mais pas ici au Canada et en Amérique du Nord. C'est un jeu qui s'appelle Aquatica. Ah oui. Donc en 2020, on devrait avoir la version française en plus. Fait que je triche à moitié. Là. Pour nous autres, il n'est pas disponible encore. C'est un jeu de cartes et dungeon building, si on veut. On va recruter des cartes. Les cartes vont avoir plusieurs choses décrites dessus. Vont avoir plusieurs symboles qui vont être écrits un en haut à la suite de l'autre, dans une colonne. Puis dans le fond, on va quand même avoir un plateau individuel. Là. Je cherche une image du plateau individuel. Là. Mais on va quand même glisser les cartes en dessous de notre plateau pour au fur et à mesure qu'on va accomplir ce qui est écrit sur les cartes, qu'on va avoir les symboles, bien, on va faire tranquillement avancer notre carte. Puis quand elle va être avancée au bout, bien là, on va pouvoir aller la scorer. Fait que, on va essayer de bénéficier et faire des combos pour que les bonus de 1 bénéficient aux autres cartes pour essayer éventuellement de se faire un engin qui génère ces ressources-là et qui nous permet d'aller éventuellement scorer les cartes. Le visuel est super beau. Je trouvais que le gameplay, cette petite gimmick-là d'avoir les cartes qui vont slider puis qui avancent, ça a l'air quand même très cool. Puis les combos de cartes ont l'air le fun à faire. Ça a l'air super simple à comprendre, mais encore une fois, c'est un jeu qui a l'air à avoir des combos qui sont super cool à construire. Définitivement un petit jeu de cartes qui tombe dans mes cordes. Là. Donc Aquatica qui s'en vient en 2020 au Canada et qui va s'en venir aussi en français en 2020. Donc même s'il est déjà sorti en 2019 à quelque part en Europe. Cool, j'ai hâte de voir ça. Fait que c'est mon numéro 7, Aquatica. Parfait.
Je continue avec mon numéro 6, qui est la deuxième saison d'un jeu qui existe déjà, un jeu qui, selon moi, est un des meilleurs dans son genre, mais qui est qui a passé un petit peu en dessous du radar, entre autres parce qu'il n'est pas disponible en français, là, dans la communauté anglophone. C'est un jeu quand même assez connu, populaire. C'est un jeu qui s'appelle Sword and Sorcery. La deuxième saison, c'est Ancient Chronicles. Et dans le fond, ça, c'est une nouvelle boîte de base. Fait qu'on a des nouveaux personnages. Si ma mémoire est bonne, la trame narrative, elle se passe avant la trame narrative de la première saison. Fait qu'on recule dans le temps. Fait qu'on a, dans la boîte de base de la première saison, il y avait 5 personnages. Si on avait toutes les extensions de la version Kickstarter, je pense qu'on montait à 14. Là, c'est la même chose. On a 5 nouveaux personnages en boîte de base. On va monter une dizaine. Il va y avoir plein d'expansions qui vont sortir. C'est des campagnes. C'est un jeu de type campagne. Pas Legacy, mais de type campagne. Puis une des choses que j'aime beaucoup de Sword and Sorcery, c'est que les campagnes sont courtes. C'est des campagnes de 5-6 parties. Les extensions, ça ajoute des campagnes de 4 ou 5 parties. Fait que tu sais, même en perdant quelques-unes, même si tu en perds 2-3, en dedans de 10 games, tu as fait une campagne au complet. Puis les campagnes vont donner certains choix narratifs, fait qu'elles sont intéressantes à refaire en changeant le groupe de personnages. Tu peux le faire avec le même groupe de joueurs, tu reprends 2-3 nouveaux personnages, tu essaies des classes différentes, puis tu essaies des voies différentes, des choix narratifs différents pour voir où ça te mène. Fait que les campagnes sont intéressantes à refaire au moins une deuxième fois. Fait qu'on a quand même une belle rejouabilité dans le jeu. Fait que, mis à part ça, c'est un genre de jeu de figurines de type Dungeon Crawl coopératif. Là. Fait qu'un genre de Descent, que quand tu lances tes dés, ils ont un paquet de symboles différents dessus, puis tu vas activer différentes habiletés sur tes cartes, sur tes objets, sur tes armures magiques, selon les symboles que tu roules. Il y a plein de monstres partout. On essaie de battre de tuer les monstres, d'atteindre certains objectifs en explorant des donjons qui sont préconstruits de type puzzle, là, pareil comme Descent. Fait que selon moi, il est supérieur à Descent. C'est un dungeon crawl que j'aime beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est un de mes préférés dans le genre. Ça puis Gloomhaven, probablement mes 2 dungeon crawl préférés. Tu viens de te lancer une campagne là. Ouais, je viens d'en faire une. Là, on vient de finir avec ma conjointe la campagne. Moi, j'avais déjà fait la campagne de base, mais là, avec cette pandémie qui frappe, j'ai refait la campagne de base avec ma conjointe, ainsi que les 2 premières extensions que je possède, qu'on a joué quand même 12 games en 2 semaines de Sword and Sorcery. Puis là, on entame la dernière extension que je possède de la première campagne Kickstarter, où on va aller affronter le gros dragon Vastarius, qui semble-t-il être très difficile. J'ai bien hâte de voir ça. Fait que le système d'upgrade est super bon. Le système de la façon qu'on améliore son personnage, qu'on utilise ses pouvoirs, c'est super intéressant. Il y a un système de cooldown très cool avec les cartes, que quand on utilise un pouvoir, on va tourner la carte de côté, puis il y a comme 4 sabliers autour de la carte. On va les mettre selon le sablier, puis un peu comme dans les jeux vidéo, on nous donne le choix, tu sais, je vais utiliser mon pouvoir level 1, 3 ou 5. Il va être plus fort level 5, mais ça va être plus long avant que je puisse le réutiliser. Fait que c'est super intéressant, les classes sont très différentes les unes des autres, il y a beaucoup de types d'ennemis différents, il y a un système d'activation des ennemis qui est super intéressant aussi, qui est le même que Galaxy Defenders, pour ceux qui connaissaient ça. Donc, j'ai très hâte de voir la deuxième saison, qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouvelle classe, nouveaux monstres, nouvelles mécaniques. Sword and Sorcery Ancient Chronicles, c'est de Ares Games, mon choix numéro 6. Cool. Mon prochain, mon numéro 6, moi, c'est un autre jeu égyptien. Ah. Il y a assez de jeux égyptiens qui sortent cette année, ça va? Est-ce que ce serait celui de Common? Ouais, c'est Ankh, God of Egypt. Donc, Ankh, les dieux de l'Égypte. Tu vois, je pensais pas qu'il était 2020, lui. Je pensais qu'il était 2021. Ouais, non, il est écrit 2020 pour l'instant, mais là, la campagne n'est pas encore lancée. Elle était censée être à fin mars. Ouais. Je sais pas s'ils vont la reporter ou si elle est vraiment... tu sais, je pense que peut-être mardi prochain qu'elle commence, là, en tout cas. J'étais sûr qu'il était 2021. Là, j'étais en train de checker qu'est-ce qu'il y a dans mon top 5 que je pourrais enlever pour mettre ça à la place. Hank, j'étais sûr que tu allais le mettre lui aussi. J'avais compté dans les crossovers. Écoute, enlève smartphone, là, puis rajoute Hank dans mon top 5. Donc, Hank, le prochain gros jeu de Rick Lang. Dans sa trilogie des jeux mythiques, en fait, il a fait Blood Rage avec la mythologie nordique. On a fait, on a dit tantôt Rising Sun avec la mythologie japonaise. Et là, on a Hank avec la mythologie égyptienne. On connaît pas grand chose sur le jeu pour vrai. À part qu'on va se battre dans le jeu. C'est une série de jeux qui a de la confrontation. Généralement du contrôle de territoire aussi dans ces jeux-là. Mais toutes les teases qu'ils ont faites à date, c'est juste les figurines. Ouais. Ils n'ont pas vraiment parlé du gameplay encore. Puis même sur la page de Board Game Geek, tu regardes les mécaniques de jeu, puis il n'y a comme rien d'écrit vraiment encore. Là.
Mais on voit des grosses figurines de dieux épiques. Là, on dirait les figurines de Mythic Battle un peu. Là. Ouais. Mais ouais, j'ai hâte de voir où ça s'en va cette série-là. Moi, j'avais vraiment aimé Blood Rage, mais j'ai vraiment détesté Rising Sun. Fait que là, où est-ce que Hank va tomber? Ben, j'ai hâte de voir, là. C'est sûr qu'il y a ça, parce que Blood Rage, moi, personnellement, j'ai jamais joué encore. Faudrait que tu me fasses jouer. Ouais. Rising Sun, j'ai joué 4 fois, puis à chaque fois, mon intérêt pour le jeu a baissé. La mécanique d'enchère qui est en... Ouais, la mécanique d'enchère a fini par me faire, pas j'irais pas jusqu'à dire détester, mais tu sais, je ne rejouerais pas à Rising Sun. La copie que j'ai, d'ailleurs, avis aux intéressés, j'ai une copie Kickstarter de Rising Sun à vendre avec l'extension. Donc, tu sais, puis l'aspect enchère vient briser le côté combat que je trouvais intéressant de ce jeu-là, parce que j'ai pas l'impression de me battre. J'ai pas l'impression que c'est un jeu de combat. Puis c'était en ayant une conversation avec je sais plus qui, je pense que c'est Patrice, qu'on se disait, je pense que j'aurais plus aimé ce jeu-là si ça avait été un jeu économique pur, si ça avait été un jeu de bourse. Donc là, tu achètes des actions de la bourse, puis quand tu fais des enchères, là, ça a une thématique. On bide sur des chars. Ouais, c'est ça, tu sais, sur un jeu de course ou je sais pas quoi. Là, c'est quand même. La dernière partie que j'ai jouée, j'ai kidnappé. J'ai pris en otage le Godzilla de mon adversaire en payant un peu plus cher que lui. J'ai quand même fait non, là, tu sais, le petit bonhomme, le petit soldat ordinaire qui tient Godzilla en otage. Non. Fait que ça me fait décrocher. L'aspect thématique est mal exploité selon moi dans le jeu. Fait que j'ai fini par ne plus aimer. Fait que Hank, peut-être que c'est pour ça que je sais pas, je le mettrais dans le top 15 parce que visuellement, il me parle beaucoup, mais comme Rising Sun a fini par me décevoir en bout de ligne, je sais pas où je le place là. J'ai hâte de voir. On va en attendre sur le gameplay, mais c'est sûr que c'est un jeu qu'on attend avec impatience et qu'on a surtout hâte d'en savoir plus. Comment les mécaniques vont fonctionner à l'intérieur du jeu. Donc, à suivre, il devrait arriver sur Kickstarter d'ici quelques jours, d'après moi, s'il n'est pas déjà arrivé. S'il ne le retarde pas, là. Ouais, peut-être que ça va arriver aussi. Ouais. Ce serait mon numéro 6. Bon choix. Je continue avec mon numéro 5. Notre numéro 5, c'est notre deuxième crossover officiel. Tu avais bien misé. C'est ma seule expansion de la liste, qui n'est qu'une extension, c'est Dice Throne Adventures. C'est juste une expansion. C'est le seul que j'ai mis, malgré le fait que ça soit juste une expansion, parce que ça transforme radicalement le jeu, comme tu le dis. C'est pas juste de rajouter quelques nouveaux personnages. Ça prend tous les personnages qui sont existants. Ça rajoute une mécanique de progression d'une game à l'autre. Ça rajoute un donjon, parce que c'est un dungeon crawl. Il y a des tuiles qu'on va explorer, qu'on va se déplacer là-dessus. Ça rajoute des figurines à l'intérieur du jeu. On pouvait prendre des standees, évidemment, mais me connaissant, j'ai pris les figurines. Évidemment. Puis, fait que c'est ça, j'en dirai pas plus, là, tu l'as déjà tout dit tantôt, mais ça prend un jeu qui est super intéressant déjà, ça le transforme en co-op, ça le transforme en dungeon crawl, avec un système de progression d'une game à l'autre en plus, fait qu'il y a des cartes qu'on va ajouter à son deck, qui vont personnaliser notre deck, puis qui vont lui permettre de progresser d'une partie à l'autre, avec un visuel super, des règles qui sont déjà super à la base. Donc, Dice Throne Adventures, mon numéro 5. Nice. Mon numéro 5, je pense que ça va être un crossover aussi. Oh, j'ai hâte de voir. C'est un jeu qui s'appelle Oathsworn. Oathsworn. C'est ça? Sworn. O-A-T-H-S-W-O-R-N. Into the Deep Wood. Oathsworn. Into the Deep Wood. Exactement. Un jeu que tu as supporté. Ça me dit quelque chose, ouais. Oathsworn. Donc, c'est lui aussi, encore une fois, un gros jeu campagne, legacy, on sait pas trop. Là. Donc, c'est un jeu où il va y avoir des méga combats de boss. On dirait qu'ils ont pris un peu des éléments de Kingdom Death Monster. Death Monster, oui. Donc, puis ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que tu vois pas les monstres que tu vas affronter. Parce que quand tu ouvres ton jeu, les gros boss sont dans des boîtes fermées. Puis là, tu vas commencer à jouer, puis là, à un moment donné, ils vont te dire, ok, tu t'en vas à telle place, ouvre la boîte 4, puis là, mets tel plateau, puis installe le boss. Puis là, tu vas sortir la boîte 4, tu vas l'ouvrir, puis là, tu vas découvrir le boss qui est à l'intérieur. Tu vas l'installer, puis chaque boss va avoir ses propres façons de fonctionner, ses propres figurines, ses propres cartes, ses propres minions, ses affaires. Fait que ça, c'est un aspect qui a l'air très cool, le fait que justement, c'est des gros boss fights épiques.
Puis qu'ils sont tous différents, qu'ils vont tous fonctionner de manière différente. Je trouve que c'est très cool. Puis l'aspect suspense, je le trouve intéressant aussi dans le jeu-là. Le fait que, ben, je sais pas ça va être quoi les boss. Là. Ils en ont montré quelques-uns dans la campagne, évidemment. Il y avait une espèce de gros rat avec plein de petits rats autour de lui. C'est le seul boss qu'ils ont montré pendant la campagne. Okay. C'est lui que tu vois tout le temps. C'est le premier boss du jeu. Ok, c'est ça. Fait qu'ils ont pas voulu spoiler les autres. Fait que c'est ça, c'est très cool. C'est un jeu que on va se battre avec des dés et des cartes, puis on peut comme faire des combinaisons des deux. Fait que tu peux essayer de... En fait, c'est que tu peux choisir. Les dés sont plus aléatoires, les cartes sont plus fixes. Fait que tu peux dire, ah non, moi, tu sais, mettons, j'ai 3 dés jaunes puis 2 dés rouges à lancer. Bon, les 2 dés rouges, je vais les lancer, mais les dés jaunes, j'aime mieux piger 3 cartes dans le paquet de cartes jaunes à la place. Fait que le hasard est le même là, mais il se contrôle plus facilement que les cartes. On va le dire comme ça. Ouais, fait que si t'es moins gambler, tu veux pas brasser de dés, ben vas-y que les cartes, ça va être plus steady. Si t'aimes le feeling de lancer des dés puis d'essayer d'avoir un gros coup, mais tu peux avoir des fois un petit coup avec ça, tu peux y aller avec des dés, tu peux même mélanger les deux comme tu viens de dire. Fait que ça a l'air de laisser beaucoup de contrôle au jeu. J'espère que c'est un jeu qui a été beaucoup playtesté, j'espère que c'est un jeu qui va être bien balancé. Parce que ils disent qu'il a été playtesté pendant 3 ans. L'idée du jeu est très cool. L'univers qu'ils ont créé a l'air très cool aussi. Donc j'espère que ce jeu-là ne nous décevra pas. C'est bon. Surtout au prix qu'il t'a coûté. Fait que je vais continuer sans faire de commentaires là-dessus, au prix qu'il m'a coûté, avec mon numéro 4. Et pour la 2e fois aujourd'hui, je suis avec le même jeu dont tu viens de parler. Fait que Oathsworn Into the Deepwood, mon numéro 4 pour l'année 2020. Je savais que ça serait un crossover. Ouais, ben c'est ça, celui-là aussi, je m'en doutais. Puis dans le fond, je vais juste faire un peu de surf sur ce que tu viens de dire. C'est en effet, l'aspect boss fight est super intéressant. J'aime aussi beaucoup l'aspect plateau qui vient juste avant. Parce que l'idée, c'est qu'on arrive dans une ville, mettons, pour le premier boss, puis là, on sait que cette ville-là est attaquée par un espèce de gros monstre, mais on sait pas c'est quoi. Fait qu'on a toute une première moitié de phase du jeu où on se promène dans la ville, on va rencontrer des personnages, on va faire des rencontres avec une partie narrative où on découvre l'information sur le boss graduellement, ses forces, ses faiblesses, comment il va falloir faire pour le combattre. Fait qu'on a toute une première partie du jeu qui est ça. Puis quand on arrive, puis on a accumulé suffisamment d'informations, puis on a trouvé son lair, puis il est où, puis comment le battre, ben là, on va affronter pour libérer la ville de ce monstre-là. Le concept de base du jeu, c'est un petit peu ça. Fait que cet aspect-là aussi, tout l'aspect enquête qui vient avant, ça me parlait beaucoup. J'ai hâte de voir, ça va être bien balancé, mais ça me parlait beaucoup. Puis il y a un aspect aussi push your luck dans les jets de dés que j'aime bien. Parce que il y a un des types de dés, je me rappelle plus si c'est les blancs ou les jaunes, mais les dés les plus faibles, qui ont genre une chance sur 2 par dé d'afficher un succès, ils ont mis une mécanique dans le jeu que tu peux en lancer tant que tu veux. Tu veux te rajouter 18 de jaune à ton jet d'attaque, tu peux, pas de trouble. En lançant 18 de plus, il n'y a aucun problème. Mais sur chaque dé jaune, il y a, mettons, 2 faces sur 6 qui affichent un total miss. Puis si tu enroules, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 au total, ben ton attaque au complet est scrap. T'arrêtes. Fait qu'il y a un aspect push là qui rajoute tout 2 dés jaunes. Des fois, je vais peut-être avoir 2 succès de plus, mais des fois, ça va peut-être être les 2 total miss de plus qui vont faire rater toute mon attaque. Puis j'aime aussi la mécanique parce que tes actions, c'est un deck de cartes un petit peu à la Gloomhaven. Quand je veux faire un pouvoir, je vais jouer une carte. Puis contrairement à Gloomhaven, c'est que tu vas jouer une carte quelque part autour de ton plateau. Fait à la droite, au-dessus ou à la gauche de ton plateau personnel. Puis quand tu vas jouer une autre carte au même endroit, c'est la carte qui indique où elle se joue, tu vas tasser la carte qui était là, puis elle va cycler dans un sens anti-horaire, puis quand ils reviennent en dessous de ton plateau, c'est là que tu les récupères. Fait que tu as une partie que tu manages ta main de carte qui est intéressante aussi. Si j'ai joué une carte puissante qui est au-dessus de mon plateau, ben je vais jouer une carte au même endroit pour qu'elle se tasse. Puis le prochain tour, si je vais jouer une carte qui est à gauche, ben la carte qui est à ma gauche, je vais aller en dessous, fait que ma carte puissante, je la récupère, puis je vais pouvoir la réutiliser. Fait que ça, c'est une mécanique qui est intéressante aussi. Donc, mon numéro 4, Oathsworn, Into the Deepwood de Shadowborn Games. Très ambitieux comme projet. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. J'ai hâte de final. voir ça. Ouais. Cool. Mon numéro 4, c'est un jeu euro. On n'en a pas nommé de temps dans ce... Ben moi, j'avais smartphone. Ouais. C'est mon seul, je pense. Moi, c'est un jeu qui s'appelle Alma Mater. Ah oui, je l'ai vu passer. Donc, Alma Mater, c'est la même gang qui avait fait le jeu Coimbra il y a 2 ans. Un jeu qu'on n'a clairement pas assez parlé. C'est vraiment une belle merveille, ce petit jeu-là, Coimbra. Fait que j'ai hâte de voir ce que cette équipe-là va refaire. Donc, c'est le même visuel aussi que Coimbra. Fait que ceux qui aimaient ce style-là, vous allez vous y retrouver. Le thème, ben, c'est le thème des universités. Fait qu'on va être dans une université
C'est un jeu de placement d'ouvriers, j'imagine encore. Oui, il y a du placement d'ouvriers. On a dit placement de tuiles, gestion de main, draft de cartes. Donc, différents éléments qui font ce genre de jeu-là des succès habituellement. Puis c'est une bonne équipe, encore une fois. C'est des jeux souvent qui ont une iconographie qui est super claire, qui est facile à prendre en main. C'est des jeux assez complexes, qui ont des bonnes stratégies à développer. Donc c'est clairement une gang qui font des jeux héros qui sont dans mes cordes. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce projet-là, de quoi ça va avoir l'air. On voit quelques images ici, des plateaux et tout ça. Donc encore une fois, le visuel, les couleurs, c'est très très beau. Puis ça a l'air encore une fois super fonctionnel. Fait que j'ai hâte de découvrir Alma Mater comme jeu euro. Donc ce serait mon numéro 4. Bon choix, bon choix. Pas plus que ça, malheureusement. Je continue dans ce cas-ci avec mon numéro 3, qui est pour la 3-4e fois de ma liste. Là, je me rends compte en la faisant que j'ai ça une couple de fois, qui est une réédition. C'est ton thème de cette année, les rééditions. Ouais, c'est ça, c'est la 3e fois. Il y a Steampunk qui est un standalone, Dice Throne c'est une expansion, Carnival, Smartphone, c'est des rééditions. Puis là, j'arrive avec ma 3e réédition, c'est Project Elite de commande. C'est mon 2e jeu de commande aussi. Fait que Project Elite, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de survie, un tower defense. On a des vagues d'aliens qui viennent attaquer notre base. Faut les éliminer. C'est un jeu qui est en temps réel. Fait que c'est un gros jeu de figurines, beaucoup de lancers de dés. C'est un jeu coopératif. Fait que chaque joueur a ses propres habiletés, ses propres caractéristiques. Et on va rouler des dés. Puis un peu à ceux qui ont joué à des jeux comme... comment il s'appelle le jeu de Queen Game? Escape. Ouais, qui est un peu comme celui-là. Dans le fond, c'est qu'on roule ces dés en temps réel, puis quand les dés ont certains symboles, on peut les activer, on peut les mettre sur nos cartes équipement pour les activer, on peut les dépenser pour se déplacer, des trucs comme ça. Fait que le jeu de base, c'était des rounds de 2 minutes. Fait que pendant 2 minutes, on se déplaçait, puis on essayait de tuer le plus de zombies possible. Pas de zombies, mais d'aliens. Puis quand ces 2 minutes-là étaient terminées, les ennemis avaient une phase à eux où là, ils se déplaçaient, ils activaient leurs habiletés qui n'étaient pas timées, qui n'étaient pas chronométrées, fait qu'on pouvait le faire tranquillement. Puis là, quand c'était terminé, on recommençait pour 2 minutes. J'ai fait une vidéo sur le jeu avec la première édition sur la chaîne, un vidéo que j'ai qualifié. Un exemple de gameplay. Ouais, que j'ai qualifié de frénétique. Et fait que là, dans le fond, ouais, c'est ça. Puis le seul défaut de Project Elite de la première saison, c'était la qualité du matériel parce qu'ils ont manqué d'argent, la production a été difficile, fait que les figurines étaient vraiment pourries. Puis le plateau, les cartes, c'était correct, mais les figurines, c'était pourri. Fait que là, tu prends un jeu qui était excellent. Si je me trompe pas, c'est le jeu qui avait délogé le numéro 1 de Tom Vassell pendant des années et des années. Non, c'est Gloomhaven qui l'avait délogé. Puis l'année d'après, c'était Project Elite qui était numéro 1 sur sa liste. Fait qu'en 2019. Il a vraiment, vraiment aimé ça. Puis je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vraiment un excellent jeu. Puis là, c'est Command qui le fait. Fait que ça va être des composantes excellentes en plus. Fait que j'ai très hâte de voir ça arriver sur ma table. Lui aussi, j'ai déjà vendu mon ancienne édition pour me procurer la nouvelle. Avec les gros blobs. Les figurines étaient tellement laides. Ah ouais, c'est des gros blocs de plastique. Les héros, c'était pas si pire, mais les aliens, les boss, c'était des espèces de grosses figurines rouges. Puis c'est quasiment dommage de ne pas avoir. Je vous montrerai ça, allez voir ça sur Internet. C'était des espèces de grosses abats indistinguables et indistinguables, qu'on n'était pas capable de différencier les uns des autres, tellement que c'était pas beau. Mais là, c'est Command qui le fait, donc ça va être super qualité. C'est un énième jeu co-op sur ma liste, mais c'est un jeu que j'attends beaucoup. Project Elite de Command, conjointement avec Artipia Games, qui avait fait la première édition du jeu. Voilà. Cool. Moi, mon numéro 3, c'est un autre jeu qui vient d'un jeu vidéo. OK. Mais lui, c'est un jeu mobile. Ah. C'est Kingdom Rush. C'est Kingdom Rush, ouais. Kingdom Rush. Ils viennent de mettre les applications gratuites là, sur. Oui, la semaine passée, ils ont mis le 2 puis le 3 gratuit. Puis là, cette semaine, ils ont mis le 4 à 1$ au lieu de 7. Oh, attends un petit peu. Oups! J'ai pas joué le 4 encore, j'ai hâte. OK. Mais Kingdom Rush, en partant, c'est une franchise que j'adore en jeu vidéo. Pour moi, c'est le meilleur jeu de Tower Defense en jeu vidéo. J'ai joué des heures et des heures. C'est le genre de jeu que je joue à faire tous les achievements. Tous les défis, tout ça. Je trouve que c'est challengeant en plus. C'est super le fun à jouer. Donc en partant, c'était une franchise que j'aimais. C'est Lucky Duck qui l'ont adapté en jeu de société. J'ai eu la chance de jouer au prototype. Donc j'avais fait une vidéo sur la prototype.
Et c'est vraiment cool le système qu'ils ont réussi à faire avec le jeu. Ça respecte beaucoup l'esprit du jeu. Donc c'est un jeu coopératif. Chaque joueur va incarner un héros. Et on va avoir des espèces de petits carrés. Donc le plateau va être fait de plusieurs carrés comme ça. Il va y avoir des carrés pour les paysages. Il va y avoir des carrés pour le chemin des monstres, évidemment, comme tout bon jeu de défense de tour. Et on va... dans le fond, on va aller placer nos tours sur les différents emplacements. On peut upgrader les tours. Les tours, en fait, vont être représentés par des cartes. Fait qu'on va pouvoir utiliser les cartes pour pouvoir les déplacer. Les tours vont générer des attaques. Puis les attaques vont te donner des petits pantominos que tu vas aller placer sur les tuiles de monstres pour les recouvrir. Et quand tu as tout recouvert les monstres d'une carte, ben là, tu as vaincu cette carte de monstre-là, tu l'enlèves. Donc c'est très très cool qu'ils ont réussi à transformer ça en un jeu de placement de tuiles coopératif. Tu sais, c'est quand même rare des jeux de placement de tuiles coopératifs, on s'entend là. Il y en a pas beaucoup, en effet. Donc c'est vraiment une belle twist. Il aurait pu dire on va faire un système d'attaque avec des dés, avec des cartes. C'est classique, on a vu ça 10 000 fois. Ils ont osé aller dans un endroit différent. C'était une décision assez bold. Audacieuse. Ouais, c'est audacieux. Puis pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Puis en jouant le prototype, ça m'a vraiment charmé. Fait que j'ai hâte de voir tous les scénarios qu'on va pouvoir jouer. Il va y avoir des combats contre des boss aussi. J'en avais pas dans le prototype, fait que je sais pas trop comment ils vont marcher. Mais t'avais des grosses figurines de boss et tout ça. Fait qu'il va y avoir des dynamiques intéressantes à voir aussi comment ils ont adapté ça. Donc Kingdom Rush, définitivement un des jeux que j'attends le plus cette année. Ce serait mon numéro 3. OK. Moi, je vais continuer avec mon numéro 2. Je reviens avec un terme sci-fi, de science-fiction. C'est la même gang que ceux qui ont fait mon jeu de l'année 2018, Vindication. Ils reviennent avec leur prochaine itération qui est Unsettled de Orange Nebula. Unsettled, dans le fond, c'est un jeu d'exploration spatiale. On va explorer des planètes lointaines avec une équipe de voyageurs intergalactiques. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est la combinaison du même matériel de haute qualité puis de la même équipe de production que ceux qui ont fait Vindication, ça me parlait déjà énormément. Puis, ils ont gardé l'aspect sandbox que j'aimais beaucoup de Vindication aussi. Celui-là, c'est un jeu coopératif qu'on va explorer ensemble. On va explorer différentes planètes. Chaque planète vient dans une boîte avec sa série de cartes, sa série de règles, sa série de composantes pour elle. Dans le jeu de base, je pense qu'il y a 3 planètes différentes qu'on peut explorer. Puis, on va suivre différents scénarios, différents objectifs selon la planète qu'on explore et la partie qu'on est en train de jouer. J'ai pas vu énormément de vidéos sur le gameplay encore, mais je suis pas inquiet, c'est Orange Nebula. Ils font beaucoup de playtests et tout. Mais juste l'aspect... Parce que dans le fond, le Unsettled, c'est un système de jeu. Puis ils vont pouvoir sortir autant de planètes qu'ils veulent. Puis c'est les planètes qui vont venir modifier leur système de jeu. Que tu vas venir coller à l'intérieur de ce système de jeu-là pour faire ton expérience de jeu pour ta soirée. Donc, toutes les critiques, les reviewers qui ont essayé le jeu ont trippé sur l'aspect exploration libre à l'intérieur du jeu. Puis là, présentement, sont encore en grande campagne pour créer les prochaines planètes qu'il va y avoir à l'intérieur du jeu. C'est une compagnie qui se sert beaucoup de la communauté pour aller chercher des idées. Fait qu'ils font des sondages, des tests, des playtests en ligne, des trucs comme ça pour aller chercher les caractéristiques des prochaines planètes. Fait qu'il y en a 3-4 qui vont venir avec le jeu de base. Puis c'est ça, c'est une compagnie que j'aime beaucoup, fait que j'ai très très hâte de voir. C'est mon deuxième jeu le plus attendu. Je l'ai déjà backé lui aussi, évidemment. Je sais pas s'il va arriver en 2020 avec tous les retards qu'on a, je serais surpris, mais on va espérer. Donc, Unsettled, puis on peut aller voir là, sur le net, là, le visuel du jeu est quand même très sci-fi, très beau. Des très belles composantes aussi, comme ce qu'il avait fait avec Vindication. Donc, ça fait que c'est un jeu de sélection d'action, d'attribution de points d'action. Il y a des dés à l'intérieur du jeu, il y a des ressources à gérer. Puis c'est un jeu qui est basé surtout sur l'exploration. J'ai bien hâte de voir comment ça va rouler. Donc, voilà. Unsettled, mon jeu numéro 2. Puis une planète, c'est une partie. Si j'ai bien compris, on va pouvoir faire plus qu'une partie avec une planète. Okay. Il y a un aspect d'exploration, on ne trouvera pas tout sur la planète ou toutes les choses qu'on peut trouver avec une seule planète. Mais oui, chaque planète, c'est des parties différentes là, d'une planète à l'autre. C'est comme on peut le voir sur les images, je l'ai probablement montré, là, mais chaque planète vient vraiment dans sa boîte à elle, là,
à l'intérieur de la boîte du jeu qui va probablement être énorme, là, si je me fais à Vindication. À l'intérieur de la boîte du jeu, il y a toutes les boîtes de planètes, puis chaque boîte de planète vient avec ses propres règles là, dans sa propre boîte à elle. Cool. Voilà. Mon numéro 2, c'est un jeu dans un univers qui a déjà eu plusieurs jeux dedans. C'est l'univers de Role Player. Et le prochain jeu va s'appeler Role Player Adventure. Donc ça va être un jeu narratif où on va avoir des choix à faire avec nos personnages, où on va jouer un personnage qu'on a créé dans Role Player. Donc tu peux soit jouer une game de Role Player avant de jouer à Adventure. Fait que tu vas pouvoir utiliser ces personnages-là dans ton aventure après. Ou tu vas avoir des templates de personnages déjà préfaits là, dans le livre de règles que tu peux utiliser puis partir directement. Mais c'est quand même quelque chose de cool de dire hey, on fait une game de role player, après ça on part, on fait l'aventure avec ces personnages-là. Fait que c'est vraiment très cool comme idée. J'avais parlé avec le concepteur qu'on avait rencontré à Gen Con. Puis dans le fond, il nous disait que c'était peut-être 60% un jeu narratif. Fait qu'un espèce de jeu coopératif dont vous êtes le héros. Fait qu'on lit des choses, des paragraphes d'histoire. On va avoir des choix à faire. Selon les choix qu'on va avoir à faire, on va avoir des jets de dés ou des manipulations de dés à faire avec notre personnage. Comme on peut espérer faire dans un jeu de type role player, de manipuler les dés, tout ça. Fait qu'un 60% narratif, un 40% de manipulation de dés. Fait que ça a l'air très cool. J'imagine que ça va avoir des aventures qui vont suivre en plusieurs chapitres avec les mêmes personnages. Il n'y a pas grand-chose de sorti encore sur le jeu. Ça lui a pris des années à développer ça. Là. Ça fait plusieurs années qu'il travaille là-dessus. Il est coopératif, celui-là. Hein? Oui, il va être coopératif. C'est un projet qui va être très ambitieux. Il était censé partir son Kickstarter au printemps, mais là, j'ai pas eu de nouvelles. J'imagine que ça va être reporté aussi pour lui, peut-être à cet été. Bref, ça va être très cool comme concept. Puis, je trouve ça le fun, l'univers de Role Player. C'est un univers que j'aime. Puis, je trouve ça le fun qu'il y ait plusieurs jeux dans cet univers-là, que ça les relie tous ensemble, qui ont tous le même visuel, ce même esthétisme-là. Donc, je trouve ça très le fun comme concept. Donc, clairement, un jeu que j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner comme concept. Role Player Adventure, qui serait mon numéro 2. Parfait. Fait qu'on termine déjà avec mon numéro 1. Qui est tu vas aimer ça, c'est un autre jeu de backbuilding, je sais pas si tu l'avais vu passer. C'est un jeu d'aventure, de campagne à 2 spécifiquement. De backbuilding, ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai une idée c'est quoi, mais je me souviens plus du titre. Ça s'appelle Isofarian Guard. I-S-O-F-A-R-I-A-N. Farian Guard, je vais te laisser le trouver un peu. Isofarian Guard, lui, je sais pas s'ils vont... Encore une fois, je sais pas. C'est The Isofarian Guard. Je sais pas encore une fois s'ils vont réussir à le sortir en 2020. Lui, dans le fond, c'est un autre jeu de campagne narratif. J'assume que tu es en train de sortir quelques images. Là. Ouais, c'est bon, c'est un autre... trouvé. Parfait. Fait que c'est un autre jeu de campagne narratif. Lui, ils ont engagé des acteurs pour faire du voice acting sur la narration. Fait qu'il y a une application qui vient avec le jeu. C'était d'ailleurs une actrice là, qui était dans Game of Thrones, je ne me rappelle plus laquelle, qui fait la narration pour la première base. Pas l'actrice principale, mais l'actrice qui a joué dans Game of Thrones. En tout cas, c'est ça qui dit sa campagne. Moi, j'ai pas écouté la série. Là. Peut-être qu'elle fait un rôle qu'elle se fait tuer une fois dans un épisode de la saison 3. Là, il y a bien du monde qui sont tués dans Game of Thrones. Ouais, c'est ça. Puis on dit, elle joue dans Game of Thrones, fait qu'on met ça sur son CV. Mais bref, dans Isofarian Guards, on incarne 2 gardes d'un groupe de gardes qui s'appelle les Isofarians, qui est un peu justement, qui me faisait penser justement à la garde du mur, là, dans les gardes du mur dans Game of Thrones, justement, là, qui sont comme un ordre de soldats particulier. Puis qui suivent une aventure, une campagne, puis il y a différentes campagnes qu'on va suivre, mais on va changer les 2 gardes. Puis ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'à travers les campagnes se passent toutes en même temps. Fait que les choix que tu vas faire dans ta première campagne, quand tu vas commencer la deuxième avec 2 nouveaux gardes, ben ça va se passer en même temps que les premiers ont joué, mais ailleurs dans le royaume. Puis tu choisis pas tes personnages. La première campagne, c'est un tel et un tel. La deuxième, c'est un tel et un tel. La troisième, c'est un tel et un tel. Tu peux te séparer, puis tu vas les personnaliser au fur et à mesure qui vont s'améliorer, qui vont s'upgrader. Le système, c'est un système de backbuilding, le système d'action à la Orléans, mais coopératif. Fait que quand c'est à toi de jouer, tu piges un certain nombre de jetons, tu les attribues à tes différentes habiletés.
Puis là, tu vas déclencher tes attaques, tes défenses, tes pouvoirs spéciaux, etc. J'aimais beaucoup de la façon dont le backbuilding était construit parce que tout ce qui est amélioration, statut, etc., tout ça va dans ton sac. Si je suis empoisonné, ben, c'est une chip qui va dans mon sac. Quand je vais la piger, la chip empoisonnée, ben, là, elle va se déclencher. Si j'ai une blessure de type wound, si je suis curse, etc., etc. Puis de la même façon, dans les exemples de gameplay qu'on a eu, t'as un personnage, par exemple, qui peut faire des blesses puis des trucs comme ça à ses alliés, qui peut bénir ses alliés, leur donner des bonus. Mais quand tu donnes un bonus à un allié, tu mets une chip dans son sac. Quand il va la piger, son bonus va se déclencher. Fait que c'est un aspect de backbuilding qui ressemble un petit peu à Trotvang, mais sans l'aspect push your luck nécessairement. Fait que ça, je trouvais que ça avait l'air hyper intéressant. Puis j'aimais beaucoup l'idée d'une campagne qui est faite spécifiquement pour 1 ou 2 joueurs. Fait que, il est fait pour se jouer en solo ou pour se jouer à 2. Il se joue pas à 3 ou 4. Là. Il se fait pas à 3 ou 4. Tu joues sur les 2 gardes, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tu joues toujours les 2 gardes, ils sont tout le temps là. Fait que quand tu joues solo, tu contrôles les 2. Si tu joues à 2, tu en contrôles un des 2. Puis c'est ça, je suis en train de regarder. Tu contrôles 8 gardes différents à travers 4 campagnes qui se passent toutes en même temps, les 4 campagnes. Fait que je trouvais que ça avait l'air hyper intéressant. J'ai bien hâte de voir comment ça allait terminer comme jeu. Là. C'est vraiment un jeu qui me parle beaucoup. Au début, je n'étais pas certain. Puis plus je regardais des vidéos de jeu, plus je regardais qu'est-ce qu'ils font avec ça, la qualité du matériel, tout ça. Plus le jeu me parle, puis plus j'ai hâte de voir la version finale du jeu. Donc, le jeu que j'attends le plus cette année, mais qui sortira fort probablement pas cette année, parce que si je ne me trompe pas, il est annoncé pour décembre 2020, c'est Isopharian Guard. Ça, c'est le jeu que tu avais backé live dans un épisode de podcast. Je pense que oui. Ouais, c'est en plein ça. Pendant un podcast, là, on en parlait, puis j'ai dit que je m'en vais backer ça. Là. Ça s'est passé, fait que j'ai la preuve enregistrée que je l'ai backé. C'est vrai que ça avait l'air bon. Ouais, ça avait l'air vraiment très très solide. J'imagine qu'il n'y a rien qui se détruit là, dans la campagne. Non, c'est pas un jeu de type Legacy avec Gloomhaven, c'est un jeu de campagne. Okay. Fait que tu peux refaire tes campagnes, je pourrais le prêter si quelqu'un d'autre veut l'essayer. Puis on parle quand même d'une dizaine, je pense qu'il disait 10 à 12 games par campagne, si c'est pas une quinzaine, je me rappelle plus exactement. 4 campagnes, fait que même si c'était juste 8 parties par campagne, on parle quand même d'une trentaine de games. Donc bien hâte de voir là, à la fin là, comment ça va se passer. Nice. Voilà. Ben moi, mon numéro 1, c'est aussi un jeu qu'on a essayé à Gen Con. Okay. Bref, Gen Con, ça nous donne beaucoup d'idées sur ce qui s'en vient dans les prochains mois. Y a-tu quelqu'un d'endormi, mettons, dans ce jeu-là? Il y a des dieux d'endormis, je te dirais. Ouais, c'est ça. Fait que Sleeping Gods, qui serait mon numéro 1 pour 2020. Lui aussi, à savoir s'il va sortir en 2020, c'est autre chose. Là. Mais lui, la campagne est faite et terminée. Là. Fait que là, il est en train de travailler là-dessus. C'est un méga jeu narratif. C'est un jeu de type sandbox où tu peux t'en aller dans toutes les directions où tu veux. C'est toi qui choisis où tu t'en vas, quelle quête tu fais, les choix que tu fais aussi quand tu rencontres quelqu'un, tout ça. Ouais. Il y a un énorme livre de narration. C'est un jeu de Red Raven Games. C'est un jeu de Ryan Lockett qui a fait le art, évidemment, encore une fois. Donc, c'est dans son univers qui a créé Above and Below, Near and Far et tout ça. C'est vraiment un univers qui est fantastique, je trouve. Je trouve son style visuel qui est magnifique. Je trouve sa façon aussi de ses histoires et tout ça, c'est super intéressant. Mais là, il a vraiment poussé ça à l'extrême. T'sais, les autres, oui, tu as des aspects narratifs, mais c'est toutes des petites quêtes un peu indépendantes où chaque petite histoire, chaque petit paragraphe, c'est une petite quête ou une petite histoire. Mais là, c'est vraiment une grosse histoire où tout va être interrelié. On a un certain nombre de dieux à réveiller, je pense. Je pense qu'il y en a 8 de mémoire, là, je me souviens pas. Un peu plus, 6 ou 8. Là. Donc, tu vas te promener dans l'univers. On a un bateau, en fait. On va incarner les 8 personnes de l'équipage. Donc, peu importe tu joues à combien, tu vas jouer les 8 personnes. Fait que si on joue à 4, ben, on va avoir 2 personnages chacun. Mais tu pourrais jouer à 2. Tu pourrais jouer solo en contrôlant les 8 personnages si tu veux aussi. On va se promener, on va faire des rencontres, on va lire des aspects narratifs, on va faire des choix. On a des tests à faire aussi avec nos personnages. Nos personnages, on a des caractéristiques. Il y a même un personnage qui est québécois dans le jeu. Oui. Parce qu'il s'est écrit l'endroit d'où proviennent les personnages sur leur fiche, puis il y en a un qui vient de Québec. Fait que c'est quand même cool. C'est sûr que c'est un jeu qui est dur à résumer en 3 minutes parce qu'il y a tellement de trucs différents qui se passent en énorme. Puis pour le degré de lourdeur du jeu, il était pas si compliqué que ça à prendre en main.
sais, t'avais beaucoup d'affaires qui se passaient, mais c'était pas particulièrement complexe. Non, souvent ces jeux, ils ont pas tant de règles que ça. Euh, mais ils ont quand même une certaine richesse puis une certaine profondeur. Lui, c'est sûr qu'il va beaucoup aller la chercher dans la narrative puis l'aspect aussi open world. Donc, tu sais, un jeu open world, c'est pas évident à designer. Non, il n'y en a pas beaucoup qui existent encore. Parce que là, tu peux aller faire les choses dans un certain ordre, mais une autre personne va aller les faire dans un autre ordre, va aller carrément ailleurs. Il faut qu'il puisse aller là, même si c'est. Il faut que ça soit balancé pour qu'il puisse aller n'importe où, n'importe quand. C'est pas évident à faire. Puis c'est une espèce de livre, dans le fond, qu'on va se promener, qui va représenter l'univers. Puis quand on va se déplacer, ben là, ils vont nous dire de tourner la page, s'en aller à telle autre page. Puis là, on va se promener dans cet univers-là pour aller faire des rencontres où il y a différents numéros sur les endroits ou les îles et tout ça qu'on va explorer. Donc, un jeu où on améliore nos personnages aussi, on ramasse des objets, on gagne de l'expérience. Bref. Ça, on va pouvoir l'essayer parce qu'on connaît quelqu'un qui l'a supporté, même si c'est pas là. Qui a eu ça en cadeau encore. Donc, définitivement, un jeu que j'attends beaucoup. Mon jeu que j'attends le plus pour 2020, Sleeping Gods de Red Raven Games. Je pense que c'est la culmination de toutes ces jeux, tout ce qui est fait toutes ces années-là. Ouais, je pense que c'est son masterwork, c'est son chef-d'œuvre. Je pense que ça va être ce jeu-là dans sa carrière. Donc, vraiment, un projet très ambitieux. Puis je pense que ça va super bien fonctionner. On a testé le système un peu, comment ça marche bien. Fait que ça va être encore une fois plusieurs heures de jeu à découvrir cet univers-là avec Sleeping Gods. Ouais, j'avoue, là, en comptant ça, moi, personnellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jeux qui ont un système de campagne. Moi aussi, j'en ai une couple. On voit que c'est un style de jeu qu'on aime beaucoup aussi. Là. On vient tous les deux de l'univers du jeu de rôle, hein, ça paraît. Ouais. Puis, tu sais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 jeux coopératifs sur mes 15 aussi. Quand même, c'est beaucoup. J'avais pas remarqué un Kickstarter aussi, mais ça c'est normal parce que souvent c'est des jeux qui sont annoncés beaucoup d'avance, qu'il y a beaucoup d'informations. Peut-être une compagnie comme FFG, là, leurs sorties sont pas annoncées, on le sait pas c'est quoi qui sort cette année, fait qu'on peut pas les mettre. Eux autres, souvent, ils annoncent ça à Gen Con. Moi, il y a juste un jeu sur toute ma liste qui est pas Kickstarter, puis encore, c'est juste que je le sais pas, c'est Steampunk Rally. Je ne sais pas s'il va l'être. S'il l'est, mes 15 jeux c'est des Kickstarter. Parce que Smartphone, il a passé par Kickstarter. L'édition nord-américaine a passé par Kickstarter. Tu l'as backé, les autres, c'est tous des Kickstarter. Il reste Dead Reckoning de AEG, que je sais pas s'ils vont le faire par Kickstarter, mais d'après moi, ça va passer par Kickstarter aussi. Ben c'est ça, c'est normal parce que c'est les jeux qui ont fait le marketing le plus longtemps d'avance, alors que les gros éditeurs, souvent, ils vont faire leurs annonces autour de l'été parce qu'ils veulent les sortir à l'automne, soit à Gen Con, soit à SN. Fait que c'est pour ça que c'est pas annoncé pour ces grosses compagnies-là. Mais bon. C'est les informations qu'on a présentement devant nous. Puis ça fait quand même des beaux jeux qu'on attend. Oui, ça en fait beaucoup. Puis il a fallu couper, hein. J'étais à plus que 15 au début. Ouais, moi j'avais sorti 25 au début dans ma première liste, puis après ça j'ai coupé tranquillement. Ouais. C'est bon. Ben écoutez, merci beaucoup d'être resté avec nous pour ce format particulier. Comme d'habitude, si vous avez d'autres suggestions, vous, c'est quoi les jeux que vous attendez pour 2020? 2020 est déjà entamé, fait que même parmi les jeux qui sont déjà sortis, est-ce qu'il y en avait que vous attendiez beaucoup? Moi, il y avait On Mars, par exemple, début 2020, que j'attendais beaucoup. Fait que laissez-nous vos commentaires, vos questions, c'est vos suggestions pour les jeux que vous attendez pour 2020, dans le bas de la page, comme d'habitude. Juste en bas. Ouais, puis sinon, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous encourager aussi sur notre page Patreon si vous voulez nous faire des petites donations. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ouais, moi, je finis en précisant que j'avais eu raison pour une fois, 3 crossovers. Ouais. Fait que sur ce, ciao! Bye!